Allez les amoureux de sport, on se retrouve sur le stream, il est 16h30 et on va parler, comme son nom l'indique, de sport. Bienvenue pour House of Sport, ça fait beaucoup de sport dans beaucoup de phrases, mais on est ravis de vous retrouver avec toute la Dream Team bien sûr de la First Team aujourd'hui, avec notamment un homme qui a passé son dimanche à entonner le chant des rats et il a encore toute sa voix, c'est Polo Horreur. Comment ça va? ça va très bien, j'étais très excité hier matin, on mettait des bonnes stories, des bons messages très insultants vers les Marseillais faisaient de même, c'était le jeu. Résultat, on a un peu accouché d'une souris pour ce match, de toute façon on en parlera mieux tout à l'heure, mais sinon ça va très bien mon Manu. Eh ben écoute, je suis très content de te retrouver mon cher Polo en tout cas, et en plus à côté de toi il y a un homme quand même qui a souffert le martyre, il faut le dire. Il pensait vivre un dimanche peinard en voyant l'OL mener 2-0 contre Nice, mais la vie d'un supporter rhodanien est parfois plus dure que celle d'un supporter parisien. Tom Tiravino. C'était une catastrophe. Écoute, je dormais le dimanche à 13h, j'avais mis un réveil pour le match. Je voyais qu'on menait 2-0, donc j'étais plutôt tranquille. 2-1, 2-2, j'ai commencé à m'inquiéter, à mettre le match. Et évidemment, j'ai vu mon équipe favorite perdre. C'était génial. Et là, c'est triple Doliprane, forcément, qu'il faut prendre tout de suite avec un petit Lexomil, histoire de faire passer, bien sûr, la nouvelle. Il a pu, lui, se consoler d'un tout petit classique par la première victoire des Lakers. C'est pimenté par une jolie rixe aussi. Il y a eu un semblant de bagarre entre coéquipiers. Rien de bien méchant, Thomas Dufan. Comment vas-tu? Ça va, les gars? Je tente de récupérer ma voix. J'embrasse évidemment Erwan qui n'est pas avec nous malheureusement. Espérons qu'il aille mieux un jour. Exactement. Absent de marque aujourd'hui, t'as raison de le dire. Erwan Abotrette, remarquable. Actuellement à l'infirmerie, il faut le dire, victime du syndrome Jeanne Moreau. Voilà, tu l'as très bien imité à l'instant. Bonne imitation, je peux la faire pendant toute l'émission. Ça va être sympa pour les autres. Ça ressemble plutôt à Père Fouras. Un mec malade tout, mais ça peut marcher. Personne ne se demande dans le chat si justement Erwan est avec Wanda Icardi, supporter parisien, rassurez-vous. Wanda est bien à Paris et Erwan aussi du côté de Bagnolet pour ne rien cacher bien sûr à nos auditeurs. Les amis, grosse émission aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses. On va revenir dans la perf de la semaine bien sûr sur le titre de champion du monde de qui? Fabio Quartararo, bien évidemment. On va évoquer aussi également, on va se poser la question après dans le débat, qui pourrait être le sportif français ou la sportive française de l'année 2021? Est-ce que ce sera Fabio Quartararo? Est-ce qu'il y a d'autres personnes justement qui peuvent lui contester ce titre? Et puis dans les news, il y aura une large page foot parce qu'il s'en est passé des choses dans les championnats européens. Il y a eu une humiliation, il y a eu des classicos, il y a eu un classique et puis il y a eu aussi également un petit peu de Formule 1, il y a du rugby. Tom Dufan a une énorme annonce à nous faire. Il y a du ski en effet avec le début de la saison de ski tout simplement. Je voulais dire Manu que c'était un réel plaisir d'assister à ces news et à Thomas Dufan qui va prendre la parole sur le rugby. Je pense que la France l'attend, le stream l'attend et on a déjà envie d'y être. Polo, ne sois pas trop impatient parce que c'est quand même une info bureau Oval que je vais vous sortir tout à l'heure. Voilà. On a une info bureau Oval tout à l'heure. Absolument. D'ailleurs, l'équipe l'a repris, donc vous verrez. Et il a promis un accent avec en plus. Mais la FFR me dit que tu viens de m'envoyer un texto pour me dire que tu serais peut-être le prochain ambassadeur, mais on n'en dit pas plus. Il était temps. Il était temps que ça tombe. Le prochain troisième ligne. Bon les amis, d'ailleurs, avant de commencer cette émission, il y a un énorme rendez-vous ce soir parce que je ne l'ai pas dit, mais le mot de Tom sera consacré à l'absence de Tony Parker dans la liste des 75 meilleurs joueurs all-time de la NBA. Et ça sera l'un des gros sujets de la libre antenne ce soir à partir de 22h, les gars, c'est ça? Ouais, absolument. On sera avec Erwan, s'il le peut, avec Arthur aussi, et puis avec les appels de tout le monde via Discord, surtout absolument pour discuter de ce snobisme de la NBA vis-à-vis de notre porte-étendard, le magnifique, le GOAT, Tony Parker. Voilà. Exactement. Et alors, attends, j'ai compris un truc. J'ai cru comprendre qu'il y avait une nouvelle rubrique dans cette libre antenne, la date d'Erwan, c'est ça que ça s'appelle? Alors ça, c'est tous les mercredis à partir de midi. Alors, au vu de son état, on va pas la faire cette semaine, mais j'espère que la semaine prochaine on le fera. Et puis l'idée, ce sera de parler de foot parfois. Tu seras d'ailleurs invité, mais aussi de autres trucs qui nous passionnent. Donc, par exemple, des séries, Prisme Sport, basket, mais sans se refuser de parler de foot, évidemment, un mercredi avec la Ligue des Champions, ça s'y prête. Et aussi de séries, de films, de musique. Tu sais très bien, Manu, t'es bien placé pour savoir qu'on aime bien digresser sur pas mal de sujets. Bien sûr. Et la sujets de société, la culture de société, bien sûr. First Team Foot, d'ailleurs, c'est réel, ça? First Team Food, c'est parti. Et j'invite d'ailleurs tout le monde dans le chat à s'abonner au nouveau compte Instagram First Team Food pour suivre un peu nos aventures, à Tom, Thomas, Erwan et moi-même, et Jérémy aussi qui est en régie actuellement, de ce qu'on va manger, de ce qu'on va boire autour de nos dîners. Et ça peut être sympa. Non, c'est vrai. Beaucoup de gens nous le demandaient, beaucoup de gens nous demandaient. Donc, il n'y aura pas beaucoup de stories de ma part, mais je vais regarder les vôtres avec passion. Un lancement très fromage, voilà, je spoil pour ceux qui n'ont pas suivi tout ça, mais allez voir ça, bien sûr. First Team Food, c'est peut-être la suite de l'aventure, c'est peut-être la dernière page à écrire avant de prendre une retraite bien méritée à 37 ans, bien évidemment. Allez les amis, on se lance tout de suite dans l'énorme programme d'House of Sport aujourd'hui. On lit le chat, bien évidemment.
évidemment participer à cette émission. Et nous, on lance tout de suite les news. Qu'est-ce qui a retenu l'attention de la First Team tout au long de ce week-end ? Les news, et je vous le disais, on va commencer avec du foot parce qu'il y avait hier le classique. Moi, j'ai pas envie de l'appeler le classico, cet OM PSG. T'appelles ça le classique, toi? Moi, j'aime bien dire le arrivé classique. Il y a 3 ans, c'est un peu pas avant. c'est un peu franchouillard et Classico avec 2 ringard. S. Mais Un classico avec 2 S. Ouais, avec 2 S, ouais, exactement. Oui, ou sinon tu peux le jouer comme ça. Bref, match nul 0-0 entre les Parisiens et les Marseillais. Première mi-temps, période, qui tenait toutes ses promesses. Il y a eu l'expulsion d'Hakimi qui a éteint complètement le match. Et sinon, on a eu un 0-0 aussi parce qu'il y a eu du déchet dans les zones de vérité. Est-ce que c'était un bon classico ou un bon classique, les gars ? Non, pour moi, c'était pas un bon classico pour 2 raisons. La première, c'est que mon équipe, le Paris Saint-Germain, n'a pas gagné. Mais surtout, c'est déjà un bon argument. Plus sérieusement, évidemment, je vois les gens dans le chat venir. Plus sérieusement, j'ai trouvé que c'était un classico qui a manqué d'intensité, qui a manqué d'ambition dans le jeu, que ce soit pour une équipe comme le PSG, où on a toujours retrouvé encore une fois ces problèmes d'animation offensive, ainsi que d'autres problèmes qu'on n'avait peut-être pas vus, mais dont on aura le temps d'en reparler. Et aussi cette équipe de Marseille qui, avec la sortie de Verratti, l'expulsion d'Hakimi, avait peut-être un coup à jouer pour aller bousculer cette équipe du PSG en fin de match et ne l'a pas fait, peut-être un peu trop frileuse finalement sur les phases offensives. Donc voilà. Et aussi, le troisième point, c'est un manque d'intensité où j'ai pas ressenti un peu dans les tribunes, rien à dire. Le Vélodrome est extraordinaire. Mais alors sur le terrain, j'ai pas senti le feu que peut être des classiques entre le PSG et l'OM, notamment ces dernières saisons. Moi, je trouve que je vais un peu aller dans l'autre sens. Je trouve que c'était un classico qui était pas si mauvais. Moi, je suis supporter ni du PSG ni de l'OM. Du coup, je regardais ça avec des yeux de supporter de foot, tout simplement. Et au contraire de tout ce qu'on a vu ces dernières années, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas une écrasante domination du PSG. Et du coup, j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant à suivre et de voir l'OM avec le ballon. Moi, je l'aurais pas prédit juste avant le match, tu vois. Et au fil du match et au fil de l'expulsion, notamment de Hakimi, l'OM a quand même pris le contrôle de ce match. Alors, devant, ils ont bégayé fort et c'est un peu dommage qu'on ait vu, on a vu 2 buts qui ont été refusés, mais on a vu très peu d'actions franches finalement. Mais je trouve que sur le match, plus tout ce qui est entouré avec le stade, je trouve que le classico s'en est pas trop mal sorti. Ouais, moi je suis un peu entre vous deux du coup parce que en fait ma lecture, tout le monde. Non, mais en fait ma lecture elle est simple, c'est que la fin du match a été dramatique pour toutes les raisons que tu as évoquées. Le début du match en revanche, là il y avait l'intensité. Clairement. Là le public poussait clairement Marseille. Alors je pense que ce match se joue à 3 poils de cul, que ce soit pour le but du PSG avec Neymar qui est hors jeu et celui de Marseille. Mais non, mais voilà, tu vois où il y a 2 hors jeu qui, si à ce but à un moment donné, je pense qu'on peut s'enflammer. Le scénario aurait été forcément beaucoup plus fou et beaucoup plus sympa à suivre. Le gros problème, c'est la dernière demi-heure qui est cataclysmique, où il se passe plus rien, où effectivement Marseille est à 10 contre 11, enfin 11 contre 10, et donc on peut imaginer qu'ils vont pousser. Ils ont quand même les occasions. Conrad de la Fuente, qui est un joueur de national, donc clairement, je pense qu'il n'y a plus de doute maintenant, rate une occasion mais monstrueuse. Under rate beaucoup. Under rate plein de trucs, mais bon, après ça fait pas. Rongier en a 2 énormes. Hein. Ouais. Rongier, à un moment donné, son crochet, il a frappé pied droit. Enfin bref, il y a eu des moments comme ça, mais là où je rejoins Polo, c'est que le sentiment qui va prédominer, c'est les dernières minutes. Ouais. Si t'as 15 dernières minutes de folie, on dira mais le match est incroyable. On a vécu des dimanches soirs comme ça où tu vois un match de merde pendant 1 heure, et puis à la fin il y a des buts, un retournement de situation, et là on se régale. Donc voilà, bravo au public marseillais. Parce que c'était vraiment extraordinaire. Pas à tous, parce que c'est quand même dommage de gâcher cette incroyable soirée avec ces jets de projectiles sur les corners, ce gars qui rentre sur le terrain. Le milieu défensif, ça c'est dramatique. Non mais tu sais mais sans rire, on en a parlé hors antenne tout à l'heure. Ouais. Ça c'est dramatique. On pourrait en rigoler, en sourire et tout. Faut pas en rigoler. Je sais pas qui autour de cette table a dit, et je trouvais que c'était très très juste en préparant cette émission, mais un jour il va y avoir un drame. On attend quoi ? Ah non, pardon. Ça peut pas être lui. Un jour il va y avoir un drame. Tu fais bien de le dire, Manu, parce que là c'est bon enfant, c'est repris sur Twitter, sur Instagram. Il a pris une photo, le gars. Bon, voilà. Le jour où c'est un mec qui va venir et qui va planter un joueur, et je te parle pas, c'est même pas PSG, OM ou quoi que ce soit, mais c'est hyper laxiste. C'est incroyable que le gars ait le temps d'arriver au niveau de Messi, de lui faire un câlin, que Messi ait le temps de le repousser, de s'écarter un peu, avant que tu aies une dizaine de mecs complètement à la rue qui viennent se jeter sur lui. Donc c'est ridicule. Après, on parlera pas des situations sur les corners. Moi, je trouve. Non, faut éviter. Il faut éviter. Ça a toujours existé, mais il faut arrêter. Mais tu peux mettre une ambiance de ouf sans ça. C'est ce que
les Marseillais, via leurs supporters et via leur club, ont beaucoup reproché à d'autres équipes en début de saison. Voilà, donc c'est pas non plus un bon exemple pour ça aussi. Surtout que, de manière globale, les supporters marseillais, en tout cas dans la ferveur et dans le support qu'ils ont apporté à leur équipe, ont été extraordinaires pendant tout le match. Puis on voit trop ça dans notre championnat. Je veux dire, je le vois pas autant en Angleterre ou en Espagne. Et on est quand même au Vélodrome. Enfin, je veux dire, il a été refait. C'est pas un stade qui date de 1920. C'est pas Francis Leblé, quoi. C'est même un peu le Basser. C'est pas un stade de national où tu es au bord du terrain. Clairement. Comment on peut expliquer que ce soit encore aussi simple de rejoindre, d'aller jusqu'à Messi, parce que quand même le supporter, il a fait tout le terrain. Il est pas du côté de Messi. Il est pas du côté de Messi. Il remonte tout le terrain. Il arrive à l'atteindre tranquillement. Bon, après Messi courait pas beaucoup sur ce match, mais ça n'empêche que c'est quand même désolant de voir ça dans notre championnat. Et tu parlais justement de un jour, on pourrait imaginer le pire. Ça rappelle évidemment l'épisode Monica Seles en 93, qui s'était fait planter par un fou furieux. Donc c'est ça la crainte en fait, parce que sur le moment tu rigoles 5 minutes et tout, mais un jour il y a un gars qui sera mal intentionné. Et là on dira quoi si Messi prend un coup de couteau. Enfin bref, on espère ça n'arrivera jamais, mais c'est la crainte. T'as un contexte social, il y a un contexte. Alors, je suis désolé, je vais pas vous faire. On n'est pas sur BFM TV, mais il y a quand même. On sort d'une période terroriste un peu compliquée. Enfin, il y a plein de choses aujourd'hui ça pourrait même donner l'exemple, etc. Alors. Tu parlais, tu as raison, des infrastructures, Tom. Moi, je me dis aussi, à un moment donné, c'est l'éducation. Est-ce que quand tu vas à l'opéra ou au théâtre, est-ce que tu vois des gens monter sur scène ? Non. Quand tu vas au spectacle de ta fille de fin d'année, est-ce que tu vois des gens arriver, monter, foutre le bordel ? Tom, oui, mais il était en revendication salariale. Mais il joue un rôle dans la pièce. Il était tombé amoureux. Il était tombé amoureux de l'actrice. La place de ma fille, bravo, Tom. C'était la maîtresse. Revenons au football. Je vois dans le chat des gens qui disent ouais, mais ça fait partie du folklore d'un classico. Ben non, je suis pas d'accord. Il est dans le tifo, il est dans l'ambiance de ouf, il est dans les sifflets. J'irais même, on peut accepter les insultes, on peut juste accepter parce que c'est que la parole. Mais dès que ça passe le truc physique, et ben là on y est. Donc c'est les projectiles et un mât qui rentre, on n'accepte plus. Et d'ailleurs Marseille risque d'écoper parce qu'ils sont. J'espère. C'est pas contre Marseille, mais ils risquaient de faire un point. Après, Manu, tu parles d'éducation, mais moi je vois aussi que quand tu réussis à le faire, et ça c'est un peu à la mode depuis 5 ans, c'est qu'après tu es sur les réseaux sociaux et que la photo où on voit le mec et à chaque fois on félicite, on dit regardez Ronaldo, il lui a offert son maillot, il lui a fait un câlin, il a fait un selfie. Toute cette pub, tu te dis pas, le mec il se dit pas je fais quelque chose de mal, par contre je vais pouvoir briller, et en plus après la star en plus elle brille à mes côtés. Enfin bref, je trouve qu'on est rentré dans un truc un peu malsain aussi où tu pousses un peu le mec à aller sur le terrain. Complètement. Je suis assez d'accord avec ça. Exactement. Voilà pour le classico, les amis. On n'a pas grand chose de plus à dire. Que Messi aurait dû marquer de la tête et que Neymar aurait dû réussir un dribble quand même sur ce match. Il y a beaucoup de choses à dire. Moi, je me suis beaucoup intéressé côté PSG, mais ce sera peut-être l'occasion d'en parler plus tard parce que, encore une fois, on risque d'être assez long là-dessus, notamment cette animation. N'hésite pas à ne pas y aller alors. C'est 4 heures de devant qui n'ont rien à faire ensemble. Mets-moi un 4-3-3, Pochettino, va sur des choses simples vu que tu ne sais pas faire le compliqué et on arrêtera de t'embêter. Et dernier truc, parce que je vois dans les commentaires quelqu'un qui dit on a le droit d'insulter, machin, les insultes de singe et ainsi de suite. Ça ne rentre pas du tout. C'est pas les insultes qui sont dans ce dont je parlais, bien évidemment. Après, il faut peut-être déjà aller dans un stade et sentir l'ambiance dans un stade pour sentir que parfois, oui, on peut insulter si vous voulez, c'est peut-être pas le bon moment, en tout cas, essayer de faire dérailler l'adversaire et par les mots. Trash talking, voilà, absolument. De l'hostilité, mais pas de la violence, évidemment, des débordements. Ça n'a rien à voir dans l'hostilité qu'on essaie de décrire. C'est pas dans cette émission, en tout cas, qu'on va défendre ça. Vous pouvez changer et appuyer sur 16, par exemple. Peut-être vous trouverez d'autres clients, les amis. On reste sur la Ligue 1 avec toi, Tom. Tu as commencé à en parler dans l'intro. Tu as vécu une drôle d'après-midi hier. Tu as souffert ce dimanche. La faute à un homme, Youssef Attal, entré en jeu à la 67e minute de jeu, qui a absolument ruiné le dimanche de tous les supporters de l'Olympique Lyonnais. Ouais, alors Youssef Attal a bien été aidé par Tino Kadewere quand même. Il faut quand même le relever. Mais ouais, c'était un drôle de match où Lyon a l'air supérieur quand même sur le match, surtout en première mi-temps. Lyon qui n'est pas très inspiré, mais qui arrive quand même à faire le break 2-0 avec Aouar et Toko Ekambi. Et finalement, il y a donc ce tacle de Kadewere qui se fait expulser. Derrière, t'encaisses un but. Après, il y a le penalty sur une faute complètement bête d'Emerson. Il y a 2-1 à 11-11. Ouais. Ça avance. Il y a 2-1 à 11-11. C'est l'enchaînement qui est comme ça. Il y a le carton rouge. Après, il y a le péno. Et après, tu te dis que c'est fini. De toute façon, moi, je le sens. Tu vois, il reste 5 minutes. Mais les gars, ils ont plongé depuis 15 minutes. Et ça relève quand même de cette équipe lyonnaise, de Bosch, qui a... Certes, il y a une idée de jeu.
Mais il y a une fébrilité, je regardais dans l'équipe, c'est l'équipe qui a perdu le plus de points après la 80e minute, ils ont perdu 8 points, c'est énorme, mais ça me fait penser au match de Saint-Etienne. Je veux dire, on n'arrive pas à tenir un résultat. Je vois derrière Léo Dubois, qui est le capitaine, qui a dit on a complètement disjoncté, mais je sais pas trop ce qui se passe dans le vestiaire, mais on arrive à mettre des choses en place, je trouve, dans le jeu, c'est de mieux en mieux, mais dans la tête, je sais pas encore où on en est. Alors tu sais que moi je suis pas un grand passionné du traitement du football par le prisme de la stat, mais quand il s'agit de parler de l'Olympique Lyonnais, je vais toujours chercher une petite stat un petit peu, un petit peu sympa. Alors celle-ci, elle est quand même assez incroyable, puisque en fait depuis 1985, Nice est la première équipe d'après Opta à avoir gagné un match dans l'élite après avoir été mené de 2 buts à la 80e minute. C'est dire quand même la catastrophe que ça a été pour l'Olympique Lyonnais hier. Mais ce qui est fou, c'est que comme disait Tom, c'est que tu le sens venir vite en fait. T'as mis un top but et le sport est fait de momentum. Dans tous les sports, il y a parfois ce déclic, un truc qui fait que tu peux remonter un score. 2-0, le match était plié. Top but, mais derrière, il y a eu un nombre d'occasions, un nombre de situations où Nice aurait pu marquer, parce qu'il y a 3-2 à la fin, mais s'il y a 5-2, c'est pareil. Hein, parce que on dit que il y a carton rouge, ceux qui n'ont pas vu le match pensaient que le carton rouge, en fait, amenait le péno. Mais le carton rouge, il est du côté des Niçois, avec un tacle bien géré, évidemment. Derrière, il y a un péno, mais grotesque. Franchement, mais une action grotesque. Et derrière, il y a 2-2, mais c'est peut-être le moment de... parfois, il faut savoir protéger un résultat, et ils n'ont même plus ça, les Lyonnais. Pour le coup, moi, j'ai adoré ce match-là, et je peux dire que j'ai la sensation que Galtier est un bon entraîneur. Peut-être lui qu'il vous fallait cet été, un peu que votre Bosch. Je pense que Olas, dans les tribunes, il a repensé à Galtier qui a refusé. T'avais des infos à l'époque, d'ailleurs. Tu nous avais dit que c'était... Merci, c'est exactement vers là que je voulais qu'on aille. Tom nous avait quand même annoncé que, d'après ses sources lyonnaises... Ultra Galtier à l'OL, c'était fait. Voilà. Et comme quoi, il ne faut rien annoncer sur Twitter. Hein. Ça marche pour beaucoup de personnes. C'est une info d'un Stéphanois, apparemment. Non, mais effectivement, Galtier, il a quand même ce truc d'apporter un supplément d'âme dans toutes ses équipes. Hein. Moi, ça m'impressionne, même si Nice n'est pas flamboyant cette saison. Ils sont quand même remontés sur le podium, si je ne me trompe pas. Je crois qu'ils sont 3e. Et il a ce truc d'apporter une âme, peu importe où il va. Donc, bravo à Galtier, bravo à Nice. Pas bravo à l'OL, surtout, parce que, en fait, ces images, tu ne dois pas les voir si tu es une équipe un peu sérieuse en fin de match. Exactement, voilà pour l'Olympique Lyonnais, voilà pour la Ligue 1, on reste sur le foot parce qu'il s'est passé quand même un tremblement de terre, c'était The Derby of England, pardonnez-moi pas l'expression mais plutôt l'accent, remporté 5-0 par Liverpool devant Manchester United. On a beaucoup parlé de Manchester, mais ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'il faut saluer cette équipe de Liverpool qui sur ce match, en tout cas, eux, ils n'ont pas ces problèmes-là, ils sont pas venus pour ça, ils ont été extraordinaires. Comment il s'appelle, Diogo Jota qui remplace Sadio Mané, on peut se poser des questions. Ça a joué d'une manière extraordinaire, on s'est régalé tout le match, à l'image du début de saison de Liverpool. Ils ont eu un trou d'air. Alors il y a l'absence de Van Dijk, il y avait un Wijnaldum peut-être aussi un peu en fin de course, on se comprend, on en parlait aussi avec Thomas. On se demandait pourquoi Liverpool, même si c'était en fin de contrat, pourquoi Liverpool l'a laissé partir aussi facilement. Mais voilà, ils ont un nouvel allant, et depuis le début de saison, tous les matchs de Liverpool, c'est vraiment un vrai plaisir. Et encore une fois, on est dans un 4-3-3 avec des joueurs offensifs qui défendent. On y reviendra toujours à ça. Ah, oui. Et ça, c'est pas une question de limite. Mais ils ont eu leurs galères. Attends, là, on est en train de les saucer. Ils ont eu leurs galères. C'est la vie d'un cycle. Il y a eu la fin d'un cycle, l'absence de Van Dijk qui a été très emmerdante pour eux. Mais là, voilà, la philosophie de Jürgen Klopp est toujours là. De démonter Manchester, en tout cas. Et de courir d'être une belle recette. Moi, je tiens parce que c'est un problème qui va être récurrent et qui est récurrent au Paris Saint-Germain. C'est des offensifs qui font le minimum, enfin, eux font plus que le minimum et qui courent et qui descendent. Et avec Guardiola, on a aussi cette philosophie-là. Et je suis frustré de voir qu'au PSG, on n'arrive pas encore à l'instaurer. Le 4-3-3 cher à Paul Harrer, forcément, pour tous les nostalgiques qui nous regardent, il y a forcément, j'imagine, un peu d'héritage du Barça, mais il y a surtout l'héritage Laurent Blanc au Paris Saint-Germain, Polo. Tu m'arrêtes si j'ai une bêtise. Hein. On pourrait parler de l'héritage Laurent Blanc. Le fait est qu'à l'époque, on avait les mêmes résultats en Ligue des Champions et on jouait mieux au foot en Ligue 1. Et bravo à Mohamed Salah, qui est clairement l'homme de ce début de saison. On n'en a pas parlé pour le et qui rate très peu dans la cage. On dirait toujours qu'il envoie des chaussettes, mais il a toujours à marquer. C'est assez impressionnant. Il est spectaculaire en ce moment. On referme cette page football et on en ouvre une autre, bien sûr, concernant le basket et la Betclic Elite. C'était la 5e journée de la phase régulière, bien sûr, du championnat
championnat français que l'on suit dans All Sport et que l'on suit à travers aussi la First Team et plein de belles choses aussi également à annoncer. On se tourne sur cette 5e journée avec quelques résultats à vous donner. Le Mans qui s'impose à Paris, Paris qui rechute après sa première victoire la semaine dernière. À l'inverse, Fos-sur-Mer a enchaîné du côté de Nanterre. Lourde chute cette fois-ci pour Bourg, largement battu par le Portel. Monaco renverse Pau-Orthez pendant que l'Asvel se reprend du côté de Chalon-Reims. Limoges se relance et revient à hauteur de Boulogne-le-Valois qui, grâce à sa victoire à Orléans, a pris provisoirement la tête. Et puis parmi les autres résultats, Cholet a fait tomber Limoges à Beaublanc et la JDA inflige un plus 25 à Roanne. Qu'est-ce qu'il faut retenir un petit peu de tout ça, mon cher Tom? Je crois qu'on va aussi également faire la traditionnelle revue d'effectifs en vue des All-Star Games français. Absolument traditionnel, puisque chaque semaine, Erwan nous présente le 5 majeur des Français de la journée, le 5 majeur des joueurs mondiaux, les autres, ouais. Du coup, il n'y a pas que les Américains. Et donc, comme chaque semaine, on va découvrir le 5 majeur des Français. J'ai envie de commencer par ça, parce que comme ça nous permettra de parler de tout ça. Regardons ça ensemble, chers amis, s'il vous plaît, en régie. Allez-y, les amis, vous me régalez. Regardez, je comble bien. Bravo, super. David Michino, la famille, joueur NBA peut-être un jour. En tout cas, il domine la Betclic Elite avec son équipe de Boulogne-le-Valois, 18 points, 5 passes, 21 dévals. Bravo. Kenny Baptiste, 19 points et 7 rebonds. Du côté du Mans, du MSB, ils ont battu Paris Basketball, justement, qui est dernier pour l'instant. Ça fait beaucoup. Mister Dokossi, qu'on voit pour la deuxième fois d'affilée, puisque la semaine dernière était déjà dans le 5 français, 7 points, 12 rebonds. Pas mal pour un ailier. Attention les amis. La famille. Attention. Ah, Jaco. Monsieur Jacques Alinguet. Oui, c'est mon cousin, c'est pour ça que j'en fais des tonnes. Jaco, lobbying. C'est vraiment son cousin. La famille. Jaco est dans le 5 et j'espère le retrouver un maximum. Donc, pour tous les votants, n'hésitez surtout pas à l'envoyer au All-Star Game le 29 décembre à l'Accor Hotel Arena. Et enfin, Youssouf Fall, 26 points, 11 rebonds. Il a été stratosphérique, extraordinaire avec l'Asvel. À la mi-temps, je crois qu'il était à 19 et 10, un truc fou comme ça. Énorme perf pour 31 dévals pour le grand pivot de l'Asvel. Voici donc pour le 5 français. Regardons le 5 monde et vous allez voir le petit MVP de cette journée. C'est évidemment David Holston de la JDA Dijon qui joue avec Jaco, le grand Jaco. 24 points, 9 passes, 37 dévals. David Holston, MVP il y a quelques saisons, champion avec Dijon, trop fort. Petit meneur, régal. Tu l'aimerais beaucoup. J'espère qu'on pourra commenter prochainement la JDA parce que c'est un joueur... Je crois, tu as raison, on fait Asvel JDA Dijon. Si tout va bien, le 14 novembre. Le 14 novembre, on va à l'Astrobal. On a quelques adresses en Bourgogne, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Absolument. Sur le poste 2, en américain qu'on aime beaucoup, DeAndre Lansdowne, qu'on a pu suivre l'année dernière au BCL. C'est vraiment la famille, 19 points hier, dans cette belle victoire de Strasbourg contre le BCM. Gravelines. On enchaîne avec l'Ivoirien Charles Noé Abouo, au Portel, 17 points, 8 rebonds. Kevin Davenport, attention, l'un des top joueurs du championnat avec Orléans, 23 points, 11 rebonds. 28 dévals, 3e meilleur rebondeur et 11e meilleur scoreur du championnat, donc un vrai nom là. Et Kenny Kadji de Gravelines, 29 points, 9 rebonds. Ça, c'est des stats de très très haut niveau. Voilà pour les 2-5. Et puis si on peut regarder quelques highlights de David Holston. Forcément, parce que David Holston, c'est vraiment l'une des stars du championnat. Qui a été élu MVP de la journée 5. Tout à fait. MVP de la journée. David Holston. Fancy Holston, on devrait l'appeler un petit peu. Décrosse dans tous sens. C'est le petit là comme ça, hop, qui en fait tu peux pas défendre sur lui. Des step back, des crosses, des passes pour ses petits copains, indéfendables, et pourtant ça, ça. C'est un petit modèle, mais c'est ça qui est bien dans le basket, il n'y a pas que des grands babards. Tu vois, Tom, quand on est à l'Obstacle et je te dis putain, ça m'énerve de pas être grand, si j'avais été grand, j'aurais pu être un bon joueur de basket. Avec ça, c'est nul. David Holston. Soit très fort. Nous le montre à nous et le montre à tout le monde dans le chat qu'il suffit pas d'être grand pour être bon au basket, on peut l'être aussi avec un gabarit normal. Je dirais un petit mètre 73, je dirais. Ouais, j'irais sur 74. Je vais te dire précisément. C'est vrai qu'au basket, quand tu fais 1,73, t'es vraiment un tout petit homme. Mais vraiment. 1m73 pour 73 kilos, parce que c'est même pas un bodybuilder. Joueur fantastique pour tous ceux qui aiment la JDA, n'importe quoi. La JDA, pardon. Eh bien, vous connaissez combien ce gars est important dans ce championnat. Exactement. Voilà pour les 2-5. Mais on ne pouvait pas terminer sans une belle annonce. Exactement. Il fallait faire un énorme teasing parce que les gars, quand est-ce qu'on vous retrouve du coup à l'antenne de la LNB TV? J'ai l'impression que ce week-end, on va du côté Strasbourg. Mais non. Et si, je te jure. Et d'ailleurs, tu viens pas parce que t'es occupé ailleurs. Mais ce week-end, t'inquiète pas que je vais regarder. T'inquiète pas que je vais regarder. LNB TV. Pour voir si le travail est bien fait. T'inquiète pas. On commente donc JDA contre Polak Orthez, un gros match du championnat. Pas la JDA. La JDA, c'est. J'ai que la JDA à cause de David Holston. Pardon. C'est normal. La SIG Strasbourg, n'importe quoi. La SIG Strasbourg.
contre Pau et le gros projet américain avec un énorme budget. J'espère que la voix d'Erwan sera de retour. Sinon, Polo, on va devoir se le farcir ensemble, celui-là. Hein. Bah, c'est clair, hein, mais Erwan, ce serait bien que ça revienne quand même, parce qu'il y a quand même quelques échéances dans la semaine. Ouais, dès ce soir avec la libre antenne, le First Day Show. Bon, en plus, c'est pas comme si on faisait pas un métier. Il fallait avoir de la voix et s'habiller à peu près normalement. On rappelle qu'il a un G-son sur les pistolets. Ça nous a beaucoup manqué aussi ce matin. C'est vrai. Bon, en tout cas, rendez-vous au Rhenus pour ceux qui sont sur Strasbourg pour qu'ils veulent suivre du bon basket. Et sinon, ça se passe sur LNB-TV. On mettra évidemment tous les liens sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas, on regarde ça ensemble et on va se régaler. Rendez-vous au Rhenus aussi, bien sûr, pour venir rencontrer Tom, Erwan, Polo, Tom et toute l'équipe, bien sûr, de la First Team LNB-TV. Ça se passera ce week-end. Voilà pour la BetClick Elite. On en reparlera dès la semaine prochaine, bien évidemment. Mais là, je me retourne directement vers moi-même parce qu'il est temps de parler Formule 1, les amis. Énorme épisode d'ailleurs des pistonnets qui vous attend depuis aujourd'hui, midi 15 très précisément pour le débrief de la course. On reviendra jeudi, mercredi même d'ailleurs. Tiens, pourquoi jeudi, je ne sais pas. Mercredi, c'est très bien, ça nous va très très bien à partir de 13h pour la partie mag. Un énorme débat notamment sur les propos de Verstappen concernant Netflix et puis une belle interview de Jacques Villeneuve. C'est fini pour la promo, on rentre directement dans le vif du sujet avec la victoire de Max Verstappen. Alors chez les gars, qui hier fallait faire un choix cornélien, c'était classique ou Grand Prix des États-Unis. Vous connaissez mon amour pour ce sport. Est-ce que tu sais ce que j'ai fait, Manu? T'as fait le double screen. Non, j'ai fait mieux que ça. Ah ouais? J'ai fait classique. Ouais. Petit mode avion sur le téléphone. Déjà pour pas avoir les messages d'Erwan qui est insupportable pendant le classique. et après, je rentre chez moi discrètement et je regarde le Grand Prix d'Austin en différé. Bravo, mon J'ai pas été spoilé, j'ai passé une Sachant qu'on avait rendez-vous ce matin à 7h. Hein. Ça veut dire que cet homme-là a fait l'effort et tout. Je suis très fier de toi, mon Polo. Et donc, tu t'es pas endormi devant le Grand Prix, du coup, parce que. Si, j'ai pas regardé les. Il y a que Manu qui est allé au bout. Hein. J'ai pas regardé le départ. J'ai pas regardé les 10 derniers tours, je les ai squeezés, c'est vrai. Soyez honnête. Victoire, 18e victoire de Max Verstappen, la 8e dans sa saison. 8 victoires, ça commence à peser et quand même on sait que les saisons sont de plus en plus longues, mais quand on gagne 8 victoires dans une saison, potentiellement, généralement, on peut être sacré champion du monde. Est-ce que t'as le record sur une saison? Sur le record sur une saison, je pense que c'est 12 ou 13. J'ai peur de dire une bêtise, mais peut-être sur des saisons en effet. Il y avait Lewis. Lewis avait battu le record de Schumacher en effet. Ouais. Vettel aussi, je crois, à un moment donné, avec Red Bull, avait rossé ça au début des années 2010. Je vous retrouverai la stat exacte, mais c'est vrai que c'est une excellente question. Oui, dans le chat, vous l'aurez. Si dans le chat, vous l'avez, vous nous la donnez, bien évidemment. Victoire donc de Max Verstappen, et pourtant, ça avait mal commencé pour Max. Heureusement rattrapé par une belle stratégie très agressive de Red Bull qui a piégé Hamilton, qui avait pris un bien meilleur départ que le néerlandais. Bien aidé aussi l'ami Max Verstappen par Sergio Perez qui a poussé Lewis Hamilton à s'arrêter, ce qui n'était pas tout à fait prévu sur la fin de son premier relais. Et puis derrière, surtout, on a eu le droit à une masterclass, notamment en fin de course. Masterclass de Verstappen, notamment sur ses gommes et notamment dans la gestion, vous savez, tous les éléments électriques qui accompagnent la gestion de l'unité de puissance. On appelle plus ça un moteur, parce que vu qu'il y a de l'électrique, du thermique, un petit peu de tout, on appelle ça une unité de puissance. Il a géré en tout cas tout ça de main de maître. Surtout que d'habitude c'est Hamilton, le roi des fins de course, qui gère très bien ses pneus, qui gère très bien sa voiture. Et c'est ce que vous disiez ce matin dans les pistonnés. C'est ce que les gens s'attendaient. Enfin en tout cas chez Mercedes, on s'attendait un peu à ce que Hamilton vienne choper Verstappen sur la fin de. Exactement, je te réponds juste, le record c'est 13. Tu vois, 13 victoires, c'était Vettel en 2013 avec 9 victoires d'affilée. Lewis qui avait fait 13 victoires aussi nous dit qu'à la Callaway 1987. Et là où tu as raison. C'est pas la meilleure époque de la Formule 1. Oui, non, là pour le suspense, là je pense que tu allais te coucher après le classique direct. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que là où c'est intéressant ce que tu dis, Polo, et je vois qu'on a été interpellé aussi dans le chat par Charan qui nous dit la strat Mercedes était catastrophique en vrai. C'est une des grandes questions qu'on s'est posées dans le débrief aujourd'hui. C'est vrai que moi je fais partie de ceux qui pensent en effet que la strat elle a été très très mal gérée du côté de Mercedes. Alors, est-ce que c'était un excès de confiance ou est-ce que c'était un excès de prudence en vue justement de jouer ce championnat, parce qu'on sait que c'est très 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 serré. Mais en tout cas Mercedes et Hamilton qui se sont fait prendre à leur propre jeu. Masterclass de Red Bull, masterclass de gestion de Verstappen, et ça c'est une partie du personnage et des qualités du pilote qu'on ne lui connaissait pas. On lui connaissait le panache, on lui connaissait l'agressivité, mais ça on ne lui connaissait pas. Et hier je t'avoue que, alors à la différence de mes amis Hamza et Brice qui disaient non, c'est discours un peu de normand, la saison est longue, l'écart est encore faible, il va encore se passer des choses et tout, ils ont absolument raison là-dessus. Mais moi franchement après la course hier je me disais,
c'est quand même Il y a de moins en moins de Grands Prix, hein. Il en reste 5, quoi. Ouais, mais C'est une belle première on pierre ne qu'il a célèbre posée. pas une victoire à la 79e minute, même si on mène 2-0. Bah non, Voilà, et Tom sait de quoi je parle. Voilà. C'est vrai. Donc, 4 courses de la fin, ça sert à rien de dire que c'est fait, il y a 10 points d'écart. Hein. 5 courses, Tom. T'as- On avait oublié l'Arabie Saoudite ce matin. Ah oui, On a c'est fait un vrai, petit c'est compte vrai, en c'est régie, on avait oublié l'Arabie Saoudite. Voilà. Non, mais À Jeddah. en tout cas, moi, en tant que novice, ce que j'ai l'impression de voir, c'est que les voitures sont plutôt égales, les pilotes sont plutôt égaux, et la stratégie, si Red Bull commence à jouer au niveau de Mercedes, ça va quand même être compliqué pour Hamilton de revenir dans la course. Mais on a senti qu'ils étaient vexés. Toto Wolff, on a sorti une petite déclaration dans les pistonnets là ce matin. Toto Wolff, moi je trouve qu'il est vraiment vexé par le scénario de cette course. Lewis Hamilton, il te laisse jamais transparaître le doute, Ouais. mais hier, il n'a pas parlé d'énervement, mais je pense qu'en coulisses, ça a dû quand même un petit peu souffler dans les bronches et faire trembler un petit peu les murs. En fait, c'est toujours ça, c'est un mot très à la mode, mais la capacité de résilience de cette équipe et de ces grands champions, on a déjà hâte d'être au Mexique dans 15 jours pour voir justement quelle sera la réaction de Mercedes, parce que 2 courses comme ça d'affilée, c'est très rare. On pourrait repenser aussi à la difficile stratégie ou au fait qu'ils soient faits eux-mêmes imposer la stratégie par Red Bull déjà en Turquie il y a 15 jours. À mon avis, il y aura peut-être pas de 3e épisode du côté de la Turquie, mais on a hâte de voir tout ça pour sans doute peut-être l'une des plus belles saisons de la décennie. Le Mexique, Manu, c'est comment? C'est plutôt Mercedes, plutôt Red Bull Alors, tu sais, déjà, on sait qu'il va y avoir une ambiance de feu à chaque fois. Ah ouais, là-bas. mais en fait, il y a une ambiance parce qu'il y a toute une partie, le 3e secteur passe Oui, par quand ce ça qu'on passe appelle sous le stadium. sous le petit tunnel, Exactement. là, avec le stade aussi. Et tu rentres dans un stade de foot en fait avec Ouais. l'ambiance mexicaine qu'on connaît de l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale pardon. Et franchement c'est incroyable. Alors pour répondre à ta question, c'est marrant tu vois parce que jusqu'à présent à chaque fois que les pistonnets on s'est fait des paris. Tiens ça va être le circuit d'un tel, ça va être un circuit plus propice à tel châssis, à telle voiture, à telle typologie et caractéristiques de monoplace. Et en fait à chaque fois on se trompe parce que les écarts sont tellement serrés que une équipe peut arriver avec une certaine nouveauté, un bon réglage, un petit quelque chose qui fait la différence. J'aurais tendance à te dire que normalement c'est Red Bull, mais est-ce que Mercedes va réagir et proposer quelque chose, encore une nouvelle innovation sortie du chapeau comme leur suspension arrière ce week-end, enfin depuis 15 jours? Je sais pas. Honnêtement, j'aurais tendance à te dire Red Bull, mais méfions-nous quand même de Mercedes qui peut tirer un bon. Ce qui est bien avec la Formule 1, c'est que la voiture peut lâcher à tout moment. C'est ça un peu qui est marrant par rapport à d'autres sports. Hein, tu peux me demander à moi, ça me dit en rentrant, je peux dire Elle t'a fait que. peur, mais elle t'a pas encore lâché. Elle m'a pas lâché, mais le voyant orange, il est pas parti. Hein. Et ça, c'est le syndrome Romain Grosjean ou Jean Alési. C'était dimanche, t'es dans ta bagnole et elle te lâche comme ça en plein Je vais y aller, après-midi. j'espère que le pit stop Thomas. sera 2 zones 4 comme pour Red Bull. Hein. Et que tu passeras pas la carte bleue surtout en sortant du Je stand. peux rêver. Mais c'est bien ce que tu dis parce que c'est vrai que l'un des gros enseignements aussi également de ce week-end, c'est Mercedes qui a des énormes problèmes de fiabilité au niveau du moteur. Et quand on voit à quel point c'est serré, malheureusement, c'est peut-être ça aussi qui pourrait décider de la fin de cette. C'est hyper tendu. Enfin, après, je paraphrase, mais c'est tellement tendu. Le premier virage et l'attaque. Quand Verstappen a serré Hamilton, tu t'es dit, le gars, en fait, à ce moment-là, le gars, il est prêt à l'envoyer dans le décor complètement, quoi. Exactement. Les deux, c'est des malades mentaux. Ça Et a ça donné une régale. fin de saison extraordinaire. Exactement. On verra comment ça se termine. C'est ma on en petite analyse parlera. du Grand Prix. Mais c'était très bien, mon Polo. Je suis très content. Je suis très content que tu te sois fait un Grand Prix des États-Unis entre 23h et 1h du matin. Ouais, mais il y avait Shaquille O'Neal. Ouais, mais c'est très bien. Super montage d'ailleurs. Hein, Ouais. La photo, Shaquille O'Neal, je sais pas si vous l'avez tous vu. Je savais que ça allait oui. vous faire rire. Vous, Oh, grand amoureux de basket, je savais que ça ferait mouche un petit peu. C'est l'heure d'un grand communiqué. Je croisais Bernard Laporte hier qui m'a dit écoute, putain. tu passes le mot à Thomas Dufant. Il faut qu'il parle rugby dans cette émission. En plus, j'ai vraiment croisé Bernard Laporte en allant chez un célèbre betteur pour lequel vous travaillez, pour lequel nous travaillons tous ensemble en ce moment. J'ai croisé Bernard Laporte juste en face. Tu sais, on n'est pas loin de l'Assemblée nationale. Je sais pas, il y a peut-être des rendez-vous un dimanche. Je suis Bref. parti manger. Hein. Bref, il m'a parlé de toi, ça c'est la partie fausse, mais il m'a parlé quand même de toi. Il m'a dit il faut faire une annonce parce que grande annonce concernant le 15 de France Ouais. qui s'est trouvé un nouveau capitaine. Un faux bureau Oval. Un faux bureau Oval, ça vient de la source. Et la source, c'est Raphaël Ibanez, bien sûr. Et me regarde pas comme ça. Non, Et mais Fabien là, Galtier. je suis suspendu à Non, ta parce qu'il y a une info, ils l'ont juste dit en conférence de presse. Oui, puisque Ouais, ça y est, d'accord, c'est ouais. annoncé. On se posait la question depuis plusieurs semaines, puisque Charles Olivon, le capitaine toulonnais du 15 de France, s'est fait les croisés en juin dernier, donc est absent pour les 3 test-matchs qui vont se dérouler, la petite tournée qu'on aime bien en fin d'année pour le 15 de France. Et la grosse info, c'est qu'Antoine Dupont, la superstar, devient le capitaine pour cette tournée. C'est une super info, évidemment, on plaisante avec Bureau Oval, mais on se posait la question
question de savoir qui allait prendre le leadership du capitanat de cette équipe. Et donc, c'est Antoine Dupont qui est l'un des tout meilleurs joueurs du monde, tout simplement. Parfois, on s'est posé la question dans le bureau ovale s'il n'était pas le meilleur joueur du monde. Et certains disaient qu'il avait les qualités et les performances pour, mais qu'il avait des défauts quand même au vu de son port. C'est Emric, d'ailleurs, qu'on embrasse, qui doit sûrement regarder, qui disait qu'il prenait un peu trop de risques pour un demi de mêlée à son goût. Et c'était toujours un avis super intéressant. Il est toujours bien chaud sur ces sujets. Il est toujours bien chaud. Bon, en tout cas, il y a un truc qui me régale quand même, juste pour dire, j'adore moi les demi de mêlée, la tradition des demi de mêlée capitaines. Tu sais, on sait que le demi de mêlée organise déjà un petit peu son pack. Charismatique et capitaine. Exactement, le parallèle est tout trouvé. Absolument. Est-ce que c'est un capitaine juste haut niveau ou c'est un vocal? C'est une bonne question. Je vais aller demander du coup. Regarde, dans le chat, on nous répond. Je demande surtout au chat. Il est jeune et pas très vocal. Il est pas très vocal. C'est un leader, par exemple. Surtout, après, c'est le meilleur joueur de l'équipe, entre guillemets. On peut en discuter. C'est la règle du capitaine au talent. Absolument. Et Rafael Ibanez a eu ces mots très forts. Je voulais absolument vous les citer. Il a cité les qualités requises pour être capitaine. Et là, attention, il s'est mouillé. Il en connaît. Rafa est manager général du 15. Il faut être performant, généreux, humble, loyal et solide. Je peux être capitaine. Il m'a régalé, ça m'a régalé. Bah oui. On imagine, tu vas pas prendre un gars qui se plante et ainsi de suite. Bon, bref, c'était pour la petite blague. L'échantillon est large, du coup, quand même. Ça laisse des perspectives à beaucoup de gens. Sachez que c'est le 5e capitaine de l'Air Galtier. Je vous les lise parce que je veux pas faire un petit quiz parce que je vais vous mettre de la merde. Baptiste Serin, Baptiste Couillou, si je dis pas de bêtises, et Anthony Gelonche. Donc évidemment, Gelon. Gelon, il a excellent. Gelon, pardon. Et en plus de Charles Olivon, absolument. Donc 3 matchs en novembre contre l'Argentine le 6 novembre, la Géorgie le 14 et l'énorme test match contre la Nouvelle-Zélande. Ce sera le 20 novembre. On ne se privera pas d'en discuter ici avec les copains de Bureau qui viendront. On se fera des performances du week-end s'ils gagnent. Encore faut-il qu'ils gagnent, mais ce sera intéressant. Ce serait bien d'avoir les gars de Bureau Oval pour se faire un petit débrief et de savoir où est-ce que l'équipe de France en est avant les 6 nations. Où là, encore une fois, on les retrouvera, que ce soit sur notre chaîne YouTube ou ici chez House of Sports. Mais c'est quoi la coupe là, la Autumn Nation Cup? C'est le tournoi d'automne. Ça, c'est tous les 2 ans, c'est pas toutes les années, ça. T'essaies de poser des questions pour le mettre dans la merde? Non. Regarde, Google. Une oreillette avec Bureau. Il y a le tournoi de législation en février et en mars. Voilà ce qu'on peut te dire. On perd en finale contre l'Angleterre, on avait bien les boules. Donc si on peut se prendre une petite revanche, je sais pas trop quand c'est, mais c'est comme un peu la Ligue des Nations. C'est vrai. Quand on perd, bon, ça va, mais quand on la gagne, on sera très heureux de la gagner. Surtout si on peut battre les nations, là, c'est un peu plus Non, mais comme la Ligue des Nations, pas les 6 nations. La Ligue des Nations au football. Oui, mais tu parles de quoi? La Nation Danone Cup d'automne? Le Nations Cup. Oui, d'accord, oui, t'as raison. La Danone. Mais tu sais que le tournoi d'automne, il y a souvent eu des très très grands matchs. Pour preuve, en 2000, je crois, il y avait eu un France-Nouvelle-Zélande à Marseille. À Marseille, qui avait été là-bas, loin de Paris. Oui, là, quand tu dis là-bas, c'est pour ça qui avait été absolument exceptionnel. Merci, Tom. On parlera mieux rugby avec nos gars les prochaines fois. Merci beaucoup, Tom Dufont, en tout cas, d'avoir lu ce très joli communiqué. Bernard est en train de m'appeler. Bernard, on s'appelle après, mais oui, je sais que t'es content. J'espère que j'en ai pas trop dit. Je sais que t'es content. Tu vois, avec je crois qu'il va t'offrir des patchs et des pins Altrad pour te remercier de tout ça. C'était surtout ce week-end. On terminera là-dessus, le début de la saison des sports d'hiver. Ils sont chers. Ils sont chers à notre ami Polo. Polo, est-ce que tu t'es régalé? Parle-nous déjà de l'événement qui a eu lieu ce week-end. Ouais, comme d'habitude, un peu en amont de la vraie reprise de la saison, il y a toujours ce géant d'ouverture à Solden en Autriche, donc très haut en altitude, pour qu'il y ait quand même de la neige à cette période-là, ce qui n'est pas le cas dans toute l'Europe. Donc à Solden, on a eu le géant femme samedi et géant homme dimanche, ou alors vendredi samedi, j'ai un petit doute. Bref, c'est arrivé. Et ce qui est bien avec les géants, c'est que c'est là où nos Français sont les meilleurs, que ce soit chez les hommes comme chez les femmes. Chez les femmes, Tessa Worley, qui est l'une des meilleures géantistes au monde, a un peu raté sa première manche, mais c'est bien reprise dans la deuxième, donc elle finit à une 8e place, un peu déçue, mais avec une première manche ratée, elle pouvait pas espérer beaucoup mieux que ça. Et le lendemain, chez les hommes, on attendait Mathieu Fèvre, double champion du monde, dont champion du monde du géant l'hiver dernier, et évidemment Alexis Parturo, le vainqueur du Grand Globe de Cristal. On en parlera aussi tout à l'heure dans le débat parce qu'il a peut-être son mot à dire dans le sportif français de l'année. On attendait ces deux-là. Mathieu Fèvre, deuxième temps de la première manche. On se dit qu'il a une vraie chance de victoire. Alexis Parturo un peu en retrait. Et finalement, ça s'est un peu inversé avec un Parturo qui fait une meilleure deuxième manche. Il était un peu en dedans dans la première. Il finit finalement 5e de la course. Et Mathieu Fèvre,
qui partait avant-dernier du coup, puisque les ordres sont inversés, se rate un peu et finit 11e. Oui, c'est ça, 11e si je dis pas de bêtises. Il rate sa deuxième manche, on peut le dire. Frustrant pour des Français qui sont quand même 2 des 3 voire 4 meilleurs géantistes au monde à l'heure actuelle, mais c'est des bonnes bases pour la saison à venir. Alors maintenant, il n'y a pas que ça, et évidemment, Manu, je sais ce que tu vas me demander. Ah oui, tu la connais la relance. non, mais c'est les dates à venir. Quels sont les prochains événements? Qu'est-ce qu'on a à suivre dans cette saison? Prochains événements, on va dire que le ski alpin reprend vraiment fin novembre, c'est-à-dire avec la première descente et le premier super G, ce sera aux États-Unis, donc fin novembre. Les géantistes, on les retrouve mi-novembre, je crois, en Autriche, pour un slalom parallèle. Ça, c'est super. On a vu justement Mathieu Fèvre. Tu te souviens de ça, Tom? On a regardé ça. Je me t'ai régalé. Stream Sport. Ouais, c'est Mathieu vrai. Fèvre qui était allé chercher le premier titre de champion du monde de la discipline. Et donc voilà, ceux-là, on les retrouve mi-novembre. Je vais te parler rapidement aussi des autres Français, autres que dans le géant. On va retrouver évidemment Clément Noël, la jeune pépite du slalom, qui sera une réelle chance de victoire et pourquoi pas de petit globe de cristal cette année en slalom. Johan Clairin en descente, le papa de cette équipe, 40 ans, mais le meilleur descendeur de cette équipe et l'un des meilleurs descendeurs du monde. Et chez les femmes, c'est pas la folie en ce moment. On suivra Tessa Worley, je t'en ai parlé tout à l'heure en géant, mais derrière, on a du mal à trouver des têtes de liste dans les autres disciplines de ski alpin. Et saison particulière, parce qu'il y aura les Jeux Olympiques d'hiver, bien sûr, au mois de février prochain, en bout de ligne. Est-ce que ça peut changer la physionomie, justement, de cette saison? Les années olympiques, elles changent tout, puisque forcément, ton objectif, il n'est plus de gagner la Coupe du Monde, même si gagner des manches, des manches de Coupe du Monde, c'est quand même le meilleur entraînement possible, la meilleure préparation possible pour arriver aux Jeux Olympiques. Donc évidemment, l'objectif principal, c'est les Jeux. Les saisons sont construites différemment, mais ça, on en est encore loin. Février, c'est encore loin. Là, on débute la saison. Mais les pics de forme, notamment, tu vois, on parlait des pics de forme, ils sont pas spécialement au même moment. Donc ça, on aura le temps de revoir ça d'ici là. Et tu seras notre expert, bien évidemment, pour nous parler de toutes ces compétitions. Moi, je suis bouillant des Jeux Olympiques d'hiver. La First Team le sait à son grand dame, mais je ne manquerai pas d'y donner une part importante dans cette émission, évidemment. Le lobby. Moi, j'adore regarder le biathlon. Beaucoup plus regarder une étape de cyclisme. Voilà, je me livre un peu, mais c'est un peu plus court. C'est plus court, et puis il y a des Français qui gagnent. Et puis, ça peut arriver en cyclisme, en fait. Ça marche pas du tout ce que je viens de dire. Le théorème Samir Hamoudi, c'est que c'est des sports de journée. Et on en parlait même avec le cyclisme. Il disait, mais on parlait des sports qui marchaient ou pas, notamment sur les chaînes en clair. Et il disait que, oui, mais regarde, les sports qui marchent sur notamment la chaîne équipe, c'est des sports de journée, c'est le biathlon et le cyclisme, contrairement à la pétanque. Et la pétanque, contrairement à des sports de soirée, comme le volley, ils avaient essayé, des choses comme ça. Donc c'est un débat qu'on pourrait avoir avec Samir, notamment, qui est déjà venu et qui a beaucoup d'idées intéressantes sur les droits. Il perdra donc son travail derrière. Donc on va attendre quand même que... On va attendre un petit peu dans ces cas-là. Les amis, on termine juste ces news. Je crois qu'on a une image. On a gardé une image. Alors, je sais pas si depuis on a fait le virement pour acheter les droits. Est-ce qu'on a le but de David Alaba? Parce qu'il y avait le classique. On nous a dit qu'on en parlait. Avec Classico. Oui, mais on commence par le foot et on termine par le foot. On essaye de vous prendre comme ça un peu au dépourvu. J'attendais beaucoup plus le Classico français, forcément, ou le Liverpool-Manchester d'ailleurs, que ce Classico tout pété. Mais la hype a complètement dégonflé depuis le départ de Ronaldo, mine de rien, parce que aussi le Barça n'avait plus le niveau même avec Messi, donc ça donnait des matchs qui étaient pas ouf. Hier, c'était clairement le match auquel on s'attendait. C'est un niveau de Classico peut-être au plus bas depuis ces 10 dernières années facilement. Donc je prends pas beaucoup de plaisir. Je prends du plaisir parce qu'il y a Memphis et Karim évidemment. Frère, on en parlera dans le débat, mais évidemment Karim. Mais Memphis qui a un peu cette lueur avec Ansu Fati du Barça. Non, c'était un tout petit match de toute petite défense, surtout du côté barcelonais. Voilà, pas grand-chose à dire sur ce Classico. Mais tu vois, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils n'ont pas regardé parce qu'il n'y a plus personne dans ces deux équipes. J'ai oublié de le regarder. Non, j'ai pas regardé. C'est beaucoup ce qui revient. En tout cas, c'est preuve peut-être que la Liga, en effet, doit se réinventer un peu. J'ai vu un début de drama dans le chat aussi. Ne vous inquiétez pas, les amis. Quartararo, pourquoi on n'en a pas parlé dans les news et pourquoi on a parlé de foot? Parce que c'est la perf de la semaine, c'est peut-être même la perf de l'année, donc on va lui consacrer et la perf de la semaine et on va sans doute en reparler dans le débat. Alors restez avec nous parce qu'on referme bien sûr cette page des news tous ensemble. C'est l'heure d'un moment fort dans cette émission et on n'en est pas peu fiers. Le mot de Tom tout de suite dans House of Sport.
J'ai commencé à vous en parler tout à l'heure, vous le savez, et vous savez pourquoi. Tom est très énervé, très tendu, déjà parce qu'il est supporter lyonnais, mais aussi et surtout parce que Tony Parker était absent du classement des 75 meilleurs joueurs all-time de la NBA. Il est là pour le mot de Tom. Ouais, parfois mon Manu, je me dis que je préférais être rogné par toute ma famille plutôt que d'être supporter lyonnais. Puis je me rappelle que c'est déjà le cas. Ouais, salut Manu, salut les gars. Jeudi soir, alors que je dégustais une formidable raclette chez Thomas, le basket français, lui, s'est mangé une belle injustice. Et moi, je supporte pas l'injustice, ça m'irrite, ça me fait des plaques. Enfin, je sais pas si c'est l'injustice ou la gale, mais en tout cas, ça gratte. Mais revenons au basket, parce que la semaine dernière, durant 3 jours, la NBA a révélé son classement des 75 meilleurs joueurs de tous les temps. Une classification qui est faite par un panel de journalistes pour fêter les 75 ans de la NBA. Bon, comme tous les fans de basket, c'est un classement qui m'intéressait beaucoup, presque autant que celui des personnalités préférées des Français. Je me demande encore qui peut voter pour Danny Boone chaque année, mais bon, il y a encore podium. Hein. La NBA a donc annoncé ce top 75 sur les réseaux sociaux, nom par nom. Alors s'il y avait des joueurs évidents, hein, comme Michael Jordan, LeBron ou Kobe, il y avait plus d'interrogations sur d'autres, en particulier sur le plus grand joueur français de l'histoire, Tony Parker. Les jours sont passés, les noms se sont enchaînés. Moi, j'attendais que celui de Tony Parker tombe, en même temps que j'attendais mes analyses de MST. Spoiler, le nom de Tony Parker n'est jamais apparu, par contre celui de la syphilis. Oh non Alors, comment veux-tu enchaîner derrière une genre de face comme ça? Mais est-ce qu'on doit être surpris de cette absence quand on voit tous les grands noms qui figurent un peu quand même dans ce top que tu as cité? Non, faut pas être surpris, il faut être énervé, mon Manu, parce que ce qu'on voit, c'est du snobisme à l'américaine, hein, ce même snobisme qui veut te faire croire que le cinéma français est moins bien que le cinéma américain, juste parce que c'est français, juste parce qu'ils ont vu 30 jours max. Mais On s'est régalé devant 30 jours max. Non, personne ne s'est régalé. Arrête un peu. Mais pour Tony Parker, c'est un peu la même chose. Tipeee, c'est pas seulement le plus grand palmarès d'un basketteur français, c'est aussi un très gros palmarès pour un joueur NBA. Hein. Il a gagné 4 titres, soit autant que LeBron. Il a été élu une fois MVP des finales, soit une fois de plus que Stephen Curry quand même. Et pour la petite stat, tous les joueurs ayant remporté 4 titres NBA et un MVP des finales sont dans le top 75, tous sauf un, Tony Parker. Alors c'est un peu incompréhensible, hein, surtout que quand tu jettes un coup d'œil au classement un peu plus en profondeur, tu te rends compte qu'il marche un peu plus à la hype qu'à l'accomplissement. Quand tu peux voir des Chris Paul ou des Damian Lillard qui sont évidemment des incroyables joueurs, même meilleurs que Tony Parker, mais deux gars qui n'ont jamais remporté le moindre titre NBA, ça me fait un petit pincement au cœur, hein, comme quand Squeezie avait été élu révélation francophone de l'année. Ça m'avait fait du mal. Ça fait aussi relativiser sur la réelle crédibilité de ces classements qui, on a l'impression, sont faits par des Américains, pour des Américains. L'absence de l'Espagnol, Pau Gasol, de l'Argentin, Manu Ginobili, avec celle du Français, Tony Parker, ça met en avant toute cette difficulté à marquer un sport aux États-Unis quand on ne vient pas de là-bas. Au final, peu importe la place de Tony Parker dans l'histoire de la NBA, peu importe ce classement un peu biaisé, puisqu'aux yeux des Français, Tipeee reste quand même le plus grand basketteur qui ait connu le pays. Il a inspiré des millions de jeunes derrière lui, il fait croire à des gars comme moi de 1m80 qu'on pouvait réussir en NBA. Bon, après, t'es vite rattrapé par la réalité, hein. Mais il est un exemple à suivre pour beaucoup, un modèle. Et finalement, la vraie consécration, c'est pas d'être inscrit dans un classement, mais bien d'être gravé dans l'esprit des gens. Donc Tony Parker n'est peut-être pas membre du top 75, mais moi, j'ai 75 raisons de penser qu'il était le top à la française. Eh bien, merci beaucoup, Tom. bravo, Et j'imagine que ce mot est partagé, bien sûr, par l'ensemble de la First Team qui, j'ai vu sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup ému et indigné de l'absence de Tony Parker. On n'en dira pas plus dans cette émission parce que, je le rappelle, ce soir, rendez-vous 22h sur la chaîne Twitch de la First Team, bien sûr, pour évoquer ce sujet. Vous allez l'évoquer en long, large, travers. Vous pouvez d'ailleurs appeler au standard pour réagir et donner votre avis là-dessus. Petite info, parce que du coup on avait discuté en amont de l'émission, et c'est ce que tu as écrit, le panel de votants, c'est à la fois des journalistes, mais aussi des joueurs, des anciens joueurs, il y a le Shaq notamment, et aussi il y a Lisa Leslie aussi, donc des joueuses aussi WNBA. Donc voilà, juste pour être très complet sur cette liste. Et attends, et juste pour finir, ça valide un peu la théorie, la théorie Ballon d'Or. C'est-à-dire que quand tu fais voter les sportifs, et non pas que les journalistes, parfois tu as aussi une perception. Tu sais que ça, c'est une vraie question, ça. Ça, c'est une vraie question, en vrai. En fait, pour moi, il y a 2 aspects. L'aspect numéro 1, c'est que c'est normal que les joueurs votent parce que entre eux, à partir du moment où ils jouent le jeu, j'ai envie de te dire, c'est eux qui savent, qui ont le vrai truc pour dire qui est meilleur que l'autre. Mais d'un autre côté, je connais aucun joueur, ou en tout cas ils sont très peu, on connaît des passionnés, Thierry Henry notamment, qui regardent tous les matchs. Les journalistes, eux, regardent tous les matchs. Exactement. Donc c'est toujours vers quoi tu tends. Je pense que le mieux quand même, c'est d'avoir un mélange. Et puis le copinage. Enfin, c'est ce qui avait été reproché au Ballon d'Or, par le passé, c'est-à-dire que je suis copain avec un tel, je vais voter pour lui, etc. C'est pour ça que je dis, ils y aillent avec
enfin, avec ce qu'il faut, quoi, en jouant le jeu. C'est en enlevant le copinage. Mais bon, on va pas se mentir, il y a aussi des journalistes très copains avec les joueurs, de moins en moins quand même. Le vrai problème, là, c'est le côté américano-américain du truc. Que ce soit des joueurs, que ce soit des joueuses, que ce soit des journalistes. Je suis pas sûr qu'il y en ait qui aient voté, qui soient hors États-Unis. C'est aussi peut-être ça un peu le problème d'une ligue et d'un sport qui s'est surmondialisé ces dernières années. De ne pas faire voter des gens du monde entier, c'est peut-être ça aussi qui pose un peu problème. Parce qu'aujourd'hui, des gens dans le monde sont parfaitement capables, joueurs comme journalistes, de pouvoir voter. Et pour la petite info, je te l'avais dit en off, mais ce classement a été fait pour les 50 ans de la NBA à l'époque, et tous les 50 joueurs qui avaient été élus ont été reconduits. Donc il n'y avait que 25 places finalement pour les nouveaux joueurs. Enfin 26 parce qu'il y a eu une égalité, il y a 76 joueurs. Ouais. Et pour tous ceux qui suivent les réseaux de la NBA, les Warriors sont fantastiques. Ils ont fait un numéro 77 à Klay Thompson parce qu'ils s'étaient un peu plaints de ne pas être dans les 75. Donc il y a le numéro 77. Excellent. Pas parce qu'il vient de Seine-et-Marne. Non. Mais il m'a régalé. Ça, c'est Mathieu Bodmer, ça. En tout cas, je voulais m'excuser, Kiki, raison de me reprendre, bien évidemment. J'ai dit la First Team, c'est First Team, les gars. On est chez First Team. On est chez pas la First Team. On est peut-être la première équipe dans nos cœurs, mais on est chez First Team. T'as raison, exactement. Il fallait le dire, c'était important, c'était important quand même. Très grave. Ça me tient à cœur, t'inquiète pas. Donc le capitaine, tu as le Antoine Dupont de chez First Team. Attention, communiqué de la FFR. Allez, les amis, il nous reste exactement 50 minutes d'émission et c'est l'heure d'ouvrir une large page consacrée à la performance du week-end, mais qui est sans doute aussi peut-être l'une des plus grandes performances, en tout cas de cette année 2021. Fabio Quartararo est champion du monde de MotoGP. C'est le premier Français à réaliser cette performance. On en parle tout de suite dans la perf du week-end. Fabio Quartararo, donc, qui a terminé 4e du côté de Misano. Misano, non loin, bien sûr, de là où d'un village qui a vu grandir Valentino Rossi. Valentino Rossi qui effectuait d'ailleurs sa dernière course à Misano, lui qui prendra sa retraite à la fin de cette saison. Ce que je vous propose, les gars, c'est d'abord d'évoquer cette course hier parce que il a été assez impressionnant, Fabio Quartararo, qui s'était pas facilité la tâche en se faisant annuler son temps en qualification, ce qu'il a fait partir de la 15e place. Il a été prudent au départ parce qu'il partait 15e et il s'est rapidement retrouvé 18 ou 19e, je crois, sur le premier tour. Il voulait sans doute éviter le piège quand on est pris dans le trafic comme ça et qu'on n'a pas l'habitude, comme c'est le cas pour lui, qui est souvent habitué à partir de devant. On l'a senti très prudent. Par contre, il est remonté très très vite dans ce top 10 en prenant des risques, en faisant preuve aussi d'une parfaite maîtrise. Il faut dire aussi qu'il a profité d'une chose, c'est les nombreuses chutes. Honnêtement, tous les garçons devant, mais aussi derrière, sont tombés comme des quilles dans cette course, et notamment celui qui était son adversaire, Bagnaia, qui a craqué, a chuté à 4 tours de la fin et qui donc a propulsé le titre de champion du monde pour Fabio Quartararo. Alors il y a je voulais commencer ce sujet par une petite anecdote qu'on a retrouvée un petit peu sur les réseaux sociaux, mais aussi sur des sites spécialisés de la moto. Misano, c'est pourtant un circuit où il n'a pas que des bons souvenirs, Fabio Quartararo, parce qu'il était tombé, il s'est fait très très mal en jeune en 2016, à un moment où il devait justement passer de la moto espagnole, de la moto 3 espagnole où il évoluait à la moto 3, on va dire, mondiale. Et il avait été beaucoup embêté, il avait beaucoup douté à ce moment-là parce qu'il avait peur de perdre du temps, lui qui était en avance un petit peu sur tous les compteurs. Et ça l'avait contraint à l'époque à rouler, non pas en moto pour se préparer, mais à rouler en kart. C'est vous dire si ce personnage est quand même tout à fait particulier. On va revenir sur son histoire, sur sa saison. Déjà, les gars, est-ce que c'est pour vous un titre qui vous a marqué? Est-ce que c'est un titre qui vous parle? Est-ce que l'exploit derrière ce titre de Fabio Quartararo, vous en prenez la mesure aujourd'hui? Ouais, moi c'est un titre qui m'a marqué et qui me marque, parce que c'est le moment présent. Ça m'a marqué parce que il est conditionné à ça et tu sens que même s'il y a eu cette blessure dont tu parlais, de manière assez linéaire finalement, il était programmé pour en arriver là. Sa saison, ne serait-ce que sa saison dernière déjà, où il a posé les bases finalement de ce titre mondial. Après nous, en début de saison notamment avec Tom, quand on travaillait sur le Stream Sport Weekend, et tous les week-ends on suivait Fabio Quartararo. Moi je me souviens de ce doublé quand il va gagner à Doha et à Portimao ensuite. On s'est dit ok, il commence fort la saison, Marc Marquez est pas au top de sa forme, il revient, il chute beaucoup, etc. Il y a c'est bizarre, mais on sent dans l'atmosphère qu'il y a tous les facteurs sont réunis, tous les voyants sont au vert pour que Fabio aille chercher ce titre de champion du monde. Et après, moi, ce qui m'impressionne, contrairement aux années précédentes, c'est cette gestion. Et moi, en préparant l'émission, j'ai regardé, mis à part ce fameux Grand Prix à Jerez en Espagne, où finalement, il est rattrapé par son syndrome des loges au bras, où il est premier, il devait gagner facilement, et finalement, il finit hors du top 10. Il n'a jamais quitté la 8e place d'un Grand Prix. Il n'est jamais tombé. Zéro abandon. Et c'est des gros points marqués à chaque Grand Prix, c'est exceptionnel. C'est une saison
saison parfaite que nous on a suivi parce que justement on s'est pris au jeu, notamment avec les gars de First Team, j'allais dire les gars de la First Team, mais je voyais le regard, de Tom comme ça, et on s'est pris au jeu et du coup, aujourd'hui c'est sa victoire, mais c'est un peu, on a envie de la partager avec lui. C'est un garçon hyper attachant, hyper rafraîchissant, et en plus en ayant suivi toute sa saison, et on peut que être content. C'est très cool. Moi, ce qui m'impressionne un peu, c'est que en lisant surtout les articles ce matin, c'est que tu as l'impression il était destiné à gagner un jour, et ça s'est surtout vu très tôt chez lui. Donc il a été repéré très tôt. Et moi, je trouve que cette facilité finalement à suivre la voie qu'on t'a tracée, c'est plutôt un storytelling à l'américaine, je trouve. Ça ressemble pas trop aux Français d'être là quand on t'attend. Et à 22 ans, il fait, comme l'a dit Polo, une saison parfaite. Moi, je m'y connais pas beaucoup en moto, mais j'ai l'impression que c'est comme une saison sans réel. Il est pas tombé, il est jamais sorti du top 8 comme il l'a fait. C'est une saison de mec qui a de l'expérience, qui a maîtrisé de bout en bout. Pourtant, c'est un gars qui est plus jeune que moi quand même. Il a 22 ans. Largement plus jeune, même. Ouais. il a 2 ans de moins. Tu vieillis, Tom. Et vraiment, moi, cette faculté à réussir à transformer la voie qu'on t'avait faite. Enfin, ça veut rien dire ce que je dis. Oui, je vois ce que tu veux dire. À transformer l'essai. Voilà, à transformer l'essai, je trouve bravo, et surtout aussi jeune, félicitations. Moi, je vous rejoins complètement. Je pense qu'on peut être bluffé par l'âge, 22 ans évidemment, mais je suis bluffé parce que quand un Français gagne dans des disciplines où on ne gagne jamais, eh bien, c'est aussi comme ça qu'on transforme son propre sport. Je suis d'accord avec toi. Et je pourrais parler de Martin Fourcade qu'on a suivi ces dernières années, mais c'est des sports sur lesquels on s'est pas beaucoup arrêté dans nos jeunesses. On va pas se mentir. T'as pas suivi Olivier Jacques Olivier Jacques de la grande époque. Des régates, qui faisait des régates. Il était face à un pilote japonais. Nagano, voilà. Nagano, bien sûr. Nagano, pas Nagano. Non, Nagano, on adore 99. L'attaquant argentin, là. 98. Bref, et donc, non mais on peut vraiment, évidemment le féliciter, mais la une de l'équipe hier, un soir de Classico, alors qu'il y a eu Classico, c'est la preuve qu'on a là une performance mais complètement hors du commun pour le sport français. On se plaint trop souvent, tu vois, des unes de l'équipe en disant cette fois-ci ils se sont ratés parce que et pour de bonnes raisons parfois, parce que le foot est trop mis en avant. Mais hier, quant à Haro, il démonte un pauvre Classico dont on a parlé tout à l'heure, mais il n'empêche que c'est lui qui fait la une et c'est tout à fait normal. Donc grâce à sa performance si jeune, parce que c'était un prodige, comme disait Tom, qui arrive à performer, et ça, je t'en rejoins complètement. En France, d'habitude, on aime plutôt mettre les beaux perdants en avant. Là, on a un grand champion qui déboule, alors que dans la course, il y a les deux plus grands pilotes de son sport aussi. Et ça, c'est important. Exactement, t'as raison. Aussi, Marc Marquez, qui offrira peut-être de grandes choses. Qui l'a bien aidé d'ailleurs. Absolument, mais c'est important de dire, la symbolique, elle est complètement ouf d'aller gagner sur le circuit de Valentino Rossi devant Marc Marquez. Donc, bravo à ce gars-là qu'on va suivre pendant plusieurs saisons, j'espère. Moi, ce que j'espère vraiment, les gars, c'est que ça va aussi ouvrir certaines consciences concernant la moto, parce que vous l'avez tous lu, j'imagine, dans la presse ce matin. Faut voir quel a été le parcours de ce crack, de ce surdoué. Pour moi, c'est un peu le Mbappé, si tu veux, des sports mécaniques. C'est-à-dire que ça fait longtemps qu'on parle de lui. Il y avait déjà des articles sur lui quand il avait 15 ans, quand il avait 16 ans. Mais comme vous l'avez dit, ce qui est assez fort, c'est que nous, on a pris l'habitude depuis qu'on est petit d'avoir des Français qu'on présente comme des futurs cracks. Pourquoi tu penses à Richard Gasquet là, par exemple ? Mais tu vas voir, parce qu'il y a un qui suis-je qui est consacré à tout ça. Un mélange de Mbappé et de Griezmann, vu son parcours exactement, espagnol. Exactement. Et voilà, c'est à ça que je voulais venir. C'est-à-dire qu'il faut voir quel est le parcours quand tu veux faire une carrière en moto aujourd'hui. Faut voir le parcours qui doit être le tien. La moto est une discipline qui est trustée par les Italiens, par les Espagnols, où il y a une passion démesurée pour cette discipline. Et nous, en France, on le voit bien avec Zarco et on le voit bien avec Quartararo, c'est des gamins qui ont dû partir très très jeunes à l'étranger, 12 ans, 13 ans, à aller faire de la mini-moto. Alors, il y a sans doute que le mot exact va nous être dit dans le chat. À 7 ans, exactement. Il est déjà en Espagne pour faire des courses de 50 cm. Comme Mbappé d'ailleurs au Real. Alors que je ne sais pas faire du vélo à 7 ans, quoi. Non, mais c'est ça qui est complètement fou. Il a été en avance sur à peu près tous les temps de passage. Et comme tu l'as dit, il y a quand même dans la discipline, alors Valentino Rossi, il est sur la fin, on l'a vu, il a fini loin hier. Il se fait plaisir, on va dire, à lui avant de viser des titres. Mais Marc Marquez, certains diront oui, mais il n'est pas à 100%. Enfin, Marc Marquez reste sur 2 victoires consécutives, 3 victoires dans cette saison. C'est quand même un garçon 5 fois champion. Il va être emmerdant l'année prochaine. Je pense qu'il risque d'être emmerdant à l'avenir, bien sûr, pour Fabio Quartararo. Et il y a aussi la construction de cette carrière, moi, que je trouve qui est folle. Il a commencé chez Honda,
qu'on présentait comme en très jeune, hein, quand il avait 16 ans, notamment quand il était du côté de l'Espagne, qui faisait ses armes. Il a commencé chez Honda, on se disait, voilà, il est dans la voie royale pour justement arriver, on va dire, en MotoGP dans cette écurie qui a marqué l'histoire de cette discipline. Il a pris le risque de quitter Honda pour KTM. Et puis là, finalement, chez Yamaha, il y a une gestion qui a été parfaite parce qu'il commence dans une écurie satellite très familiale mais ambitieuse qui s'appelle Petronas, qui est le même sponsor que Mercedes, par exemple, en Formule 1. Quand il remplace Rossi, parce qu'il remplace Rossi dans l'écurie mère quand même de chez Yamaha, rien que ça quand même, eh bien, il y a le choix de garder à peu près tous les mécaniciens, tous les ingénieurs qui l'entourent pour justement passer ce cap, etc. Moi, je trouve franchement, il y a une gestion très, très, très intelligente de tout l'entourage de Fabio Quartararo, de Yamaha et de tous les gens, bien sûr, qui l'ont accompagné. C'est extraordinaire pour la France, franchement, ce qui s'est passé. J'espère que ça va développer un peu d'intérêt J'ai l'impression qu'il a un entourage qui est très sain. Alors, je lisais ce matin qu'ils étaient très peu déjà à être autour de lui. Il y a pas trop de gens qui se sont ajoutés au fil de sa carrière. Et moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'il est humble. Et quand je l'écoute parler, on fait souvent la comparaison avec Mbappé qui veut un peu écrire son histoire avant de la faire. Je trouve que lui, c'est tout le contraire. Lui, il a pris la chance qu'on lui a donnée. Il a jamais dit un mot au-dessus de l'autre. Et aujourd'hui, c'est un super étendard pour notre pays. Et puis il y a aussi le côté remise en question. C'est quand même un mec qui est arrivé en moto il y a 15 mois, 16 mois, qui a découvert la MotoGP, pardon, excusez-moi, il y a 15 mois, 16 mois. L'année dernière, il aurait pu profiter des blessures de Marquez, il aurait pu profiter de plein d'événements. Il était sorti déçu. On était frustrés aussi de la deuxième partie de saison. Et là, quand tu vois notamment la course d'hier, qui est vraiment symbolique dans sa gestion des événements, de la stratégie, de sa ténacité en course et le fait qu'il était complètement propre. Hein. Oui, il était 17e à la fin du premier tour. Franchement, c'est là que tu vois que le mec apprend très vite. Moi, il y a vraiment une question que je me pose. On n'aura sans doute pas la réponse aujourd'hui autour de ce plateau, mais il y a une vraie question que je me pose autour de Fabio Quartararo, c'est peut-il durer maintenant? Parce que tu vois, des phénomènes dans tous les sports, on en a vu des phénomènes arriver tout casser très rapidement, même de manière, on va dire, un petit peu trop rapidement parfois. Est-ce qu'il peut durer dans un sport aussi dur que la MotoGP où on voit des talents arriver de plus en plus dans cette catégorie reine où on peut se blesser, on peut se faire très mal. On le voit avec Marquez. Hein. Si Marquez n'avait pas eu ces blessures-là, peut-être qu'il serait en train de tutoyer les records de Rossi et de Agostini. C'est vraiment moi la question que je me pose. Est-ce qu'il peut y avoir une lassitude aussi si tu gagnes trop? Est-ce que c'est un mec amené à chasser les records? Voilà, c'est plein de questions qui se posent après ce premier titre parce que c'est un peu comme Alain Prost, je pense, pour son premier titre en Formule 1. Il y avait le parallèle qui était fait notamment dans l'équipe. Je pense que Fabio Quartararo, c'est pas un mec. Alors après, vous pouvez séquencer, vous pouvez prendre la séquence et la rebalancer si je me trompe, mais je pense que là on a signé peut-être pour 10-15 ans de bonheur avec ce garçon-là. On l'espère en tout cas, 22 ans, j'espère. Tu sais, là toutes les questions que tu t'es posées, là, c'est pas encore le moment de se les poser. Oui, là, on est au moment où il faut profiter. D'ailleurs, là, on est dans l'euphorie. Bien sûr, l'euphorie est complètement ouf et son émotion, il est en pleurs pendant une demi-heure quand même, le gars. C'est énorme. Tant l'émotion est ouf. Donc, on a plein de questions comme ça qu'on pourra se poser au fil du temps. Mais c'est vrai qu'on espère imaginer des joutes, comme je le disais tout à l'heure, avec Marc Marquez l'année prochaine. Donc, voilà, le temps nous dira si tu as raison. On souhaite en tout cas d'avoir un porte-étendard comme ça de haut niveau dans cette compétition. Il est rentré dans l'histoire et il a marqué l'histoire, il la marquera à vie. On lui en relèvera jamais ça. Maintenant, ce qu'on veut voir, c'est d'aller à la bagarre face à Marc Marquez, qui est le meilleur pilote de cette génération-là, et l'un des 2-3 meilleurs pilotes déjà de l'histoire. Et voir Fabio Quartararo maintenant, la prochaine étape, c'est ça. C'est de voir Fabio Quartararo combattre, j'allais dire non. Combattre, c'est peut-être pas le bon mot. Tu peux dire combattre quand même, parce que c'est un vrai combat quand même. Voilà, ce sera un vrai combat. Face à un Marc Marquez à 100% avec une bonne moto. Il est en train de prouver que sa moto est très bonne, l'Espagnol. Ça va être très intéressant. Et le next step, en tout cas, c'est ça. Et on a déjà hâte finalement pour ce storytelling-là d'être à l'année prochaine. Manu, moi je te pose juste la question. On sait qu'il a été opéré là parce que comment ça s'appelle, le syndrome des loges. Est-ce que c'est avec la fête des loges, hein. En 78, ça n'a rien à voir. Fête de salle 2 ans. Est-ce que c'est mauvais signe de l'avoir aussitôt, de se faire opérer aussi jeune? Alors ça, je pourrais pas te dire, mais c'est un truc qui touche. T'es pas médecin, touche à peu près. Michel Simès, oui, bonjour. Non, mais si ça avait touché des grands pilotes. Non, mais t'as raison de poser la question. C'est pas le seul à qui c'est arrivé, et c'est des choses qui peuvent revenir aussi également. Et c'est en fait, ce qui est terrible avec le syndrome des loges, c'est que t'as même pas de préparation physique, on va dire. Ouais. T'as de la préparation physique pour éviter ce genre de problème, mais au bout d'un moment, c'est une question physique, c'est-à-dire que tu mets des jockeys. Alors lui, il est pas trop taillé jockey, mais tu mets des mecs d'un petit gabarit sur des monstres
monstre mécanique de 1000 cm3 et forcément au bout d'un moment voilà il y a une limite physique à tout ça. Est-ce que je sais pas si ça peut le restreindre, mais on a vu avec certains on sait que c'est une discipline qui est très dangereuse. Ouais. On a vu voilà certains pilotes. Moi ce que je me régale, il reste 3 courses, il faut le dire quand même dans cette saison. Là où on va se régaler d'autant plus, c'est que l'année prochaine on voit sur cette fin de saison que Ducati est vraiment domine entre guillemets à la meilleure moto. T'as Marquez avec Honda où on attend un rebond, un sursaut de Marquez, savoir si physiquement ça peut aller mieux et s'il peut nous proposer les angles qu'il nous proposait, qui ont fait sa légende. Est-ce qu'Honda ça ira mieux aussi? Ça c'est une question qui se pose. Et tu as maintenant Quartararo avec Yamaha qui est pas la meilleure moto du plateau. Enfin ça nous donne je pense des saisons qui vont être absolument incroyables. Il reste 2 courses apparemment. 2 courses pardon, excusez-moi, c'est 3 avec hier. J'espère qu'il va revenir avec les cheveux blonds comme les champions de France, tu sais. Ça régale. Le bleu blanc rouge derrière, tu sais. Ce serait fantastique. Tu le dis bien, Manolo, il y a Marc Marquez évidemment, mais ceux qui font des grosses impressions, ça reste Pecco Bagnaia qui a fait une deuxième partie de saison extraordinaire avec une Ducati, tu l'as dit, qui cartonne. Je admire champion l'année précédente, qui lui aussi était un peu en retrait cette année, mais qui sera aussi au rendez-vous. Il n'y aura pas que Marc Marquez et je pense que Quartararo, s'il y en a bien qui le sait, c'est lui. Donc je te dis, pourquoi pas Zarco Zarco oui, aussi, le yo. pareil, une Ducati, mais un peu plus de constance peut-être, qui lui aussi fait un début de saison extraordinaire. Comme ça qu'on apprend de toute façon. Qui a un peu exactement ce qu'a fait, même s'il a un peu plus d'expérience que Quartararo, un peu la saison qu'a fait Quartararo l'an passé. Donc non, mais rien que pour tous ces éléments-là, la saison prochaine, elle va être ouf. Et on a la chance d'avoir ces deux personnages, vraiment, hein, Zarco et Quartararo. Quartararo, je te dis, c'est l'équivalent de Mbappé, c'est la superstar qui arrive et tout. Et t'as Zarco dans un style plus à l'ancienne, peut-être plus puriste, tu sais, plus flamboyant, un peu à la française, tout ce qu'on aime, tu vois, tout ce qu'on a aimé, tout ce qui parfois aussi a pu nous décevoir. Mais en tout cas, c'est vraiment super. C'est vraiment super. Tu sais, alors juste pour l'anecdote, pour finir sur tout ça, donc ça, la course a eu lieu dimanche. Ouais. Dimanche 13h, il y avait le superbe Lyon-Nice et j'écoutais en fait la fin de la course sur RMC et c'était la folie. On rappelle que notre ami Fabio Quartararo est niçois. Oui, et en fait, au moment où il gagne, enfin où il est sacré champion, c'est autour de la 77e, 78e minute du match. Et le journaliste sur RMC, il se régalait. Il a dit, depuis que Fabio est champion du monde, les Niçois sont en train de renverser les Lyonnais. Gros, ça a duré 10 minutes, c'était fantastique. Donc voilà, comme quoi il y a parfois des trucs un peu mystiques qui se passent. Et t'as raison de dire parce que Bagnaia est supporter de l'Olympique Lyonnais. Peut-être. C'est pour ça qu'il est tombé. Bah oui, d'accord. Ce qui se passe qu'avait le Nice ce week-end, et Fabio est niçois, et Mathieu Febvre, du coup, le skieur champion du monde dont je vous parlais tout à l'heure, est niçois aussi. Il a félicité Fabio Quartararo après son géant. Bravo. Il a été félicité par toute une caste en tout cas de sportifs français. Voilà les gars pour le MotoGP, on continuera bien sûr de suivre tout ça et puis on essaiera aussi d'inviter des grands experts de MotoGP sur ce plateau pour évoquer le phénomène Fabio Quartararo parce qu'il mériterait quasiment 1 heure d'émission. Il y a tellement de choses à dire. C'est vraiment fou. Justement, est-ce que Fabio Quartararo peut être le grand champion de cette année 2021, le grand champion français? On a choisi un panel et on en parle tout de suite. C'est l'heure du débat. Et si on devait se projeter, on est très exactement le lundi 25 octobre, et si on devait se projeter sur qui est le grand champion d'une année 2021 qui a quand même été sportive, où il y a eu un Euro, où il y a eu des Jeux Olympiques, où on a un champion du monde désormais de moto, où nos équipes de sport-co ont performé, hein, on peut le dire. Alors on s'est amusé à faire une petite liste, les gars, parmi les Français qui ont performé. Il y a forcément Erwin Ngapet avec l'équipe de volley sacrée championne olympique, Nico Karabatic qui a performé avec les Bleus, qui a performé avec le Paris Saint-Germain également, Clarisse Agbenenou, championne olympique et double championne olympique, et t'as entièrement raison, et l'une des rares femmes aussi également dans notre liste. Alors vous nous dites dans le chat, hein, je veux éviter tout débat sur le machisme, etc. Vous nous dites dans le chat qui pourrait rentrer dans cette liste, parce que pour le coup on aimerait l'étoffer en termes de sportive aussi. Perrine Lafont peut-être championne du monde de ski de boss, mais bon là on part vraiment sur des... Mais ça peut être sport un petit peu plus mineur. Peut-être l'année prochaine ça devient championne olympique. Pas Alizé Cornet en tout cas. Pas Alizé Cornet, ça c'est sûr. Elle fait perdre beaucoup d'argent à beaucoup d'amis qui aiment les paris sportifs. Bref, Fabio Quartararo en fait partie. Karim Benzema, forcément on en parlait avec le Ballon d'Or la semaine dernière. Julien Alaphilippe, Polo a milité et il a eu raison, on a dit la même chose. Et puis bien sûr Alexis Pinturo, n'hésitez pas à nous proposer d'autres noms dans ce chat. Les gars, qui veut prendre la main pour défendre qui déjà?
Donc on peut imaginer donner ce titre à un sport mineur. C'est donc Polo qui va commencer alors. Eh ben, écoutez, moi, au risque de vous surprendre, moi, c'est déjà la question de base, c'est est-ce que l'une de ces personnes qu'on va citer peut battre Fabio Quartararo, qui a réalisé un exploit exceptionnel dans un sport, même si ça reste un sport moins connu, moins suivi, en tout cas en France, que la Formule 1. Ça reste un sport majeur, l'événement est retentissant, la une de l'équipe le démontre parfaitement. Moi, ma question, en tout cas pour les autres, ça va être qui peut le battre. Et si moi je dois sortir un nom de la liste qu'on vient de donner, je vais vous surprendre, messieurs. Alexis Pinturo. Ce n'est pas Julien Lafilippe, c'est Alexis Pinturo. J'espère que tu allais nous dire ça, parce que je me rappelle d'un débat houleux en préparation d'un ce Sport, justement, on se posait la question de la place de ce titre d'Alexis Pinturo, et tu es le mieux placé pour en parler. Dans l'histoire des sportifs. Voilà, exactement. La place de ce titre-là, voilà. Et c'était très tôt dans l'année, honnêtement, mais aujourd'hui on en reparle, et j'ai envie que tu me parles de ça, parce qu'en fait on a beaucoup d'exploits français en fait sur des sports individuels, bon certains aussi sur les sports co, mais c'est vrai qu'Alexis Pinturo en fait est au moins au niveau de Fabio Quartararo, tant l'exploit est inédit en fait. Alexis Pinturo a réalisé quelque chose qu'un Français n'avait jamais réalisé depuis 97 et Luc Alphand, pour un pays de ski, quand même, la France, c'est de gagner le gros globe de cristal. Le gros globe de cristal, c'est quoi ? C'est la totalité de tes points que tu as marqués dans toutes les compétitions, dans toutes les coupes du monde, quelle que soit la discipline. Donc Alexis Pinturo, spécialiste. C'est un classement général en fait. C'est un classement général. Mais tu vois, par exemple, Alexis Pinturo, spécialiste du géant et du slalom, des trucs un peu plus techniques, devait faire face à Odermatt, le Suisse, qui a d'ailleurs remporté le géant ce week-end à Zoden, qui lui est spécialiste du géant, mais aussi plutôt des épreuves de vitesse comme la descente ou le super G. Donc c'est vraiment des oppositions de style parfois qui peut être hyper intéressantes. Bon, l'année dernière, il a profité vraiment de circonstances assez favorables, la blessure de son plus grand rival, le Norvégien Kiel 2, l'annulation d'un des derniers week-ends de vitesse, donc une descente, un super G que n'a pas pu faire son rival Odermatt, mais ça n'empêche que Alexis Pinturo a remporté ce qu'un Français n'avait pas fait depuis 97, c'est-à-dire le gros globe de cristal de la saison de ski alpin. À ça, il rajoute le petit globe de la spécialité du géant. Il va chercher des belles médailles aussi au championnat du monde. Il me semble qu'il fait une fois deuxième, une fois troisième, ou même 2 fois deuxième, 2 fois troisième. Pas de titre, hélas. Bon, ça, c'est un peu ce qui lui a manqué cette année. Pas de titre au championnat du monde, mais quand même 5 victoires, 8 podiums. C'est une saison extraordinaire pour le Français. Donc moi, si je devais mettre un mec en balotage avec Quartararo, ce serait lui. Dans le chat, on parle beaucoup d'Antoine Dupont, champion de France, bien évidemment, et puis vainqueur de la Coupe d'Europe, mais je laisserai Tom Dufond nous en parler, bien évidemment. D'ailleurs, ça vient, et Antoine Dupont va venir dans l'émission, donc restez bien avec nous, les gars, c'est important. Pour défendre sa candidature, d'ailleurs. Antoine Dupont aussi sera porte-drapeau des JO 2024, alors que sa discipline n'est pas présente. On revient à 7. Moi, j'ai deux sportifs en tête. Sport mineur ou sport majeur ? Parce que c'est important quand même. Et ben, ça, c'est très important. Ça se vaut. Il y a Julien Lafilippe. Déjà, pourquoi ? Parce que le cyclisme, parce que c'est quand même un classement qui est fait par l'équipe. Et le cyclisme, c'est le sport qui est arrivé le plus de fois avec l'athlétisme. On sait que l'équipe adore le cyclisme, adore le mettre en avant. C'est dans son histoire. Ils ont créé le truc. C'est dans ses gènes. Évidemment. Et puis il a encore remporté les championnats du monde 2 fois de suite. Est-ce que ça a déjà été fait par un Français ? Par un Français, non. Jamais par un Français, donc c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est déjà arrivé dans l'histoire pour d'autres nations. C'est arrivé 2 fois au XXIe siècle. Peter Sagan qui l'a gagné lui 3 fois, et Paolo Bettini 3 fois de suite, Peter Sagan. Ouais. 2015, 2016, 2017, si je dis pas de bêtises. Le frère de Michel. Et Paolo Bettini, Michel Sagan. Paolo Bettini, l'Italien, le petit roquet italien qui le gagne 2 fois aussi au début des années 2000. Donc ça aurait pu être lui. Le problème, c'est qu'il a déjà été lauréat les 2 dernières années. 2 années de suite, donc ça m'étonnerait qu'il fasse la phase de 3 et la passe de 3 plutôt. Et vu qu'il y a Quartararo en face, je pense que ça va être très compliqué, comme le disait Polo. La deuxième personne que j'ai envie de défendre, évidemment, c'est Karim Benzema. En cas de ballon d'or. En cas de ballon d'or. Est-ce que ça change quand même tout dans l'histoire du vote ? Ça change parce qu'il n'a pas gagné grand-chose. C'est le dernier grand événement sportif de cette fin de saison, en tout cas pour décerner ce trophée, sera de savoir si notamment un Français, en l'occurrence Karim Benzema, va gagner le ballon d'or. Et franchement, s'il gagne le ballon d'or, je pense que c'est très très bien parti pour lui. Pourquoi ? Parce que même s'il n'a rien gagné, à part la Ligue des Nations, j'ai l'impression que cette année, si tu demandes aux Français à quel sportif ils pensent aujourd'hui, sur cette année, je pense que beaucoup vont sortir Karim Benzema, parce qu'il a énormément fait parler de lui avec son retour en équipe de France, même si la France n'a pas brillé à l'Euro, parce qu'il brille. Mais c'était le meilleur, tu peux le dire. Voilà, c'était le meilleur, parce qu'il brille au Real Madrid et qu'il est donc candidat au Ballon d'Or. Donc si il valide ce Ballon d'Or qui est quand même
un rêve un peu français depuis Zidane, ça commence à remonter. Je pense que Karim Benzema, son nom en tout cas, va beaucoup sortir et un gros concurrent. Déjà, c'est un sport majeur et c'est un sportif d'un sport majeur. Là, je te rejoins, c'est terrible pour les autres sportifs. Évidemment que et quand on fait nos classements à nous, entre nous, sur le top 10 des meilleurs sportifs de tous les temps, on est obligé de pondérer par le sport pratiqué. C'est évident que le foot, malheureusement ou heureusement, pour les fans ou les anti, compte plus que d'autres sports. Médiatiquement, ça écrase tout et l'idée que Karim Benzema prenne un ballon d'or, t'imagines si t'as un ballon d'or français et que tu lui donnes pas le trophée du plus grand sportif, ce serait quand même incroyable. Je suis d'accord avec toi, mais comme tu l'as dit, il y a aussi le revers de la médaille quand tu es dans un sport très exposé. Ça vous aura pas échappé qu'en ce moment, il y a un petit procès avec la sextape de Valbuena. On se remet aussi au cœur de cette histoire qui est carrément glauque et franchement pas terrible. Je suis pas là pour juger Benzema. Non, moi, je m'en fiche. ça peut compter. Je regarde que le sportif, mais j'ai du mal à imaginer. J'imagine déjà, je te le dis direct, j'imagine déjà la FFF un peu embarrassé par ce. S'il est condamné, voilà, s'il est condamné. Juste avant le Ballon d'Or, t'as raison. J'imagine que cette histoire est déjà un petit peu embarrassante. Ça serait un peu compliqué s'il est condamné. Il devrait faire appel, etc. Machin. Ça devrait repousser l'échéance, etc. Moi, les gars, il y a quand même un truc que je voulais vous dire. Quand on regarde le palmarès, on s'amusait à le faire, à regarder le palmarès du sportif ou de la sportive français ou française de l'année décerné par l'équipe à la fin de chaque année civile, on se rend compte quand même que les sports individuels, alors t'as raison, il y a les sports bien sûr majeurs, mais il y a aussi les sports individuels qui sont largement représentés et c'est vrai que tu vois par exemple, tu prends les cas de la même manière, pourquoi le donner à Benzema et ne pas le donner à Karabatic ou à Ngapet quoi. Moi je trouve ont gagné un titre majeur quoi. Et Tom a un peu commencé à le dire, la sonde de Karim Benzema est tout à fait respectable, mais à côté de celle d'un Karabatic qui est encore champion de France avec l'équipe de France avec le PSG, qui remporte la Coupe de France, le PSG fait troisième, excuse-moi. Pardon, demi-finale. L'émotion. J'étais en Il a pensé à Martin Fourcade, il est venu et il s'est étranglé en même temps, le gars. On peut pas mettre Martin Fourcade et c'est bien dommage. Et surtout, qui après les croisés, revient pour donner le titre de champion olympique à une équipe de France qui, on se souvient, sans lui, en janvier, je crois que c'était le championnat d'Europe, avait énormément galéré. Donc moi, si on doit ressortir un mec de sport co, je ressors Nicolas Karabatic et c'est dur pour Ngapet, c'est dur pour Benzema, mais encore une fois, Karabatic, même si on commence à avoir l'habitude, même s'il se construit un palmarès extraordinaire, peut-être du jamais vu dans l'histoire du sport français, c'est pas pour ça qu'il n'est pas dans la discussion. Après, il était pas mal blessé aussi avec Paris. Oui, mais je te dis, il est revenu des ligaments croisés. Le problème du sport co, c'est que j'en avais absolument rien. Nico Karabatic, qui est un monstre du sport français, évidemment. Après, tu as toujours ce truc de dire est-ce que tu dois pas prendre aussi en compte toute la saison? C'est que si t'as été absent, parce qu'il y a méforme et absent. Quand tu as été absent, tu as été très bon lors de la compétition majeure, mais t'es aussi dans le plus grand club de France, t'es dans l'hégémonie, donc quelque part c'est entre guillemets, je mets des grands guillemets, facile pour le PSG d'être champion de France. Donc voilà, j'ai l'impression quand même que sa candidature, elle est en dessous de plein d'autres dont on vient de citer. Alors il y a Bibou qui nous dit pourquoi pas un basketteur, il y a Tal 923 qui nous dit Nico Batum. C'est vrai que nous on s'est posé la question aussi en préparant cette émission, puisque Nico Batum qui était venu ici nous en parler a gardé ce geste qui est rentré, on va dire, dans les foyers de France avec ce contre absolument magistral. Alors, ce qui est compliqué, c'est que derrière, tu as une médaille d'argent. Alors bon, tu perds contre les États-Unis, hein, tu as le droit de perdre, il n'y a pas de souci, personne ne te fera de procès. Mais peut-être que si la France avait pris cette médaille d'or, là, il n'y a peut-être pas match à ce moment-là. C'est vrai que aussi. Là, il n'y aurait pas eu match, là. Ouais, c'est vrai, tu as raison, la résonance aurait été complètement ouf. Après, tu vois, il a remporté le trophée Alain Gilles, donc de meilleur basketteur français de l'année. Beaucoup se sont posé la question de pourquoi c'était pas Rudy Gobert, qui méritait tout autant, qui a pris lui un titre individuel en NBA de meilleur défenseur de l'année. Donc rien que dans le basket, on peut avoir débat pour savoir qui a été le plus grand français. Si je devais ressortir un français, je mettrais Gobert aussi pour ce que vient de dire Tom exactement. Donc après, on est très content que Nico le soit et il mérite au vu de son année. Il va loin avec les Clippers en playoff, mais c'est vrai que j'ai quand même la sensation qu'il faut quand même que tu sois champion. Il faut que tu sois champion. C'est le champion de l'année. Surtout une année olympique. C'est vrai que le fait que ce soit une année olympique,
Tout ça pour le donner à deux mecs qui sont pas champions olympiques, mais Quartararo et Pinturo. Non, mais Quartararo, les Pinturo, gars, pas champion olympique. Clarisse Agbenienou, c'est dur de pas lui donner. Il y a un truc important, juste, et c'est un titre homme et un titre femme. Donc, je Oui, vois beaucoup, voilà. Oui. pourquoi pas le donner à une femme en les fait. femmes, poser les os, les femmes, deux. on donne à Clarisse parce que Sans aucun doute. Ah, je la vois sans aucune concurrence, hein, vraiment. hein. Dans l'épreuve mixte au judo, elle bat quand même une mec qui est pas dans sa une femme mec. qui est pas de sa catégorie de poids. hein. Donc en plus d'être championne olympique en solo. Donc Puis est-ce qu'elle dégage, est-ce qu'elle représente aussi porte-drapeau, etc. Encore une fois, on parlait tout à l'heure de gens qui assument leur statut. Clarisse Agbenienou porte-drapeau. Elle va chercher le titre en simple, elle va chercher le titre par équipe. Donc Une année où Teddy Riner nous a déçus en individuel, ça qui est fou aussi. Donc C'est vrai. clairement, elle mérite à fond. Il y a beaucoup de Sébastien Ogier aussi qui. Oui, Sébastien Il Ogier. n'y a aucun souci avec le Seb Ah qui non, bien sûr. sera dans les candidatures. Il est pas tout à fait titré. Pas encore. Tout à fait Pas titré. encore. Mais ça devrait le faire quand même. En général, en rallye, on gagne à la fin quand même. Depuis 20 ans. Ça fait 15 ans que ça marche très vous me fort. connaissez, vous savez comment je suis et je repense aux belles paroles de Tom en début de ce débat. Je repense à la saison de Julien Alaphilippe quand même. C'est difficile parce qu'il a banalisé l'extraordinaire et dans un sport qui, même si ça reste un sport mineur pour certains, est un sport qui a une réelle résonance en France aussi. Oui. Et être 2 fois champion du monde comme ça, vainqueur sur le Tour de France, d'une étape sur le Tour de France, maillot jaune sur le Tour de France, encore une fois, il a des gros résultats cette année. Après, moi, ce que je trouve qu'il manque à Julien pour vraiment se détacher par rapport. C'est une victoire sur le Tour. Non, mais une victoire. Ou un ballon d'or peut-être. Non, il a des objectifs précis. Il est dans les 30 nommés. Il a des objectifs précis sur sa saison qu'il n'a pas rempli cette année. Je pense à Liège-Bastogne-Liège notamment. Et au Tour de Lombardie. 2 courses où il était favori, 2 courses où il est peut-être le plus fort. À Liège, il se fait battre par Pogačar au sprint. On en pense ce qu'on veut. Sur le Lombardie... erreur tactique de la Quick Step qui fait partir un de ses coéquipiers devant, c'est encore Pogačar qui va battre ce coéquipier. Voilà, c'est la vie. Si Alaphilippe avait gagné l'une, voire ces 2 courses, je l'aurais mis largement sportif de l'année, ce qu'il n'a pas réussi à faire, contrairement, il n'a pas réussi à faire plus que ce qu'il a déjà fait les saisons précédentes où il a déjà été élu, c'est surtout. Dans les commentaires, quelqu'un qui dit que Clarisse avait été aussi championne du monde juste avant les JO, pour juste rajouter un peu plus de corps à cette candidature. Bon, en fait, retirer tous les hommes, on va donner qu'un prix à une femme cette année, et comme ça on va mettre bien évidemment tout le monde d'accord. Là où je voulais te répondre, tu vois, Polo, moi j'aurais eu tendance, tu sais quoi, après c'est chacun sa sensibilité. J'aurais eu tendance à mettre Quartararo parce qu'on est aussi à chaud, c'était hier, machin et tout, etc. Et parce que c'est un exploit qu'on n'avait jamais vécu de toute notre vie de passionné de sport. Mais j'ai quand même l'impression, en prenant un tout petit peu de recul comme ça à chaud, que le back-to-back d'Alaphilippe, il est autant historique déjà que Quartararo. Il faut pas le minimiser. Il faut surtout pas le minimiser. Non, et qu'en plus de ça, moi j'ai l'impression que la caisse de résonance, pour le coup, elle est plus importante pour Julien Alaphilippe que pour Fabio Quartararo. C'est une bonne question. Et que les Français connaissent mieux un mec comme Alaphilippe parce que tu parlais du Tour de France, la popularité aussi de cet événement, etc. Après, c'est aussi un personnage. Alors, c'est horrible ce que je vais dire et c'est pas du tout contre Fabio Quartararo, mais Julien Alaphilippe est aussi un personnage qui sait très très bien communiquer. Sa femme est dans les médias. Enfin, tu vois, il y a tout un storytelling qui aujourd'hui est connu de tous les Français. C'est une star. Épreuve de force. Non, c'est tour de force comme on dit. Être performant. Tour de force, c'est bras de fer, Polo. Mais ça n'a rien à voir avec Julien. On le fera avec Tom, c'est égalité au quiz à la fin. Oui, j'aime cette idée. Tour de force, être performant là où ça compte, c'est-à-dire les grandes courses, championnat du monde et le Tour de France, c'est ça que les Français regardent, même ceux qui regardent pas trop le cyclisme à l'année, même les monuments, les championnats du monde passent avant les monuments, je trouve, pour le non-initié. Donc voilà, et surtout l'exploit de gagner face aux Belges, on en a parlé il y a 2 semaines, l'espoir de gagner face aux Belges. Sur leur terre, c'est vrai que tu as raison, ça. C'est à ne pas du tout minimiser. Mais par contre, on repart de Quartararo, il a fait quelque chose qu'aucun Français n'a fait dans l'histoire. Encore une fois, j'ai un petit quiz pour vous, je te l'ai fait à toi Manolo tout à l'heure. Est-ce que vous êtes capable de me dire quel Français s'est le plus rapproché de ce qu'a fait Fabio Quartararo, c'est-à-dire qu'il a fait 2 fois 3e au classement général de la catégorie Rennes en moto. C'était en 85 et en 89. Je suis très mauvais en moto, donc je vais dire Grégory Gantil, mais je suis pas sûr que ce soit le bon sport. Non, mais en plus, je l'ai pas du tout, moi je l'ai vu passer tout à l'heure. En plus, mais même avec les initiales, moi je te dis direct, moi je l'avais pas. le plus à même de le trouver, Christophe Saron.
en 85 et 89 qui a fait 2 fois 3e pas en MotoGP parce que ça s'appelait ça s'appelait la 500 cm3 à l'époque. La 500 cm3. J'avais une blague dramatique que je vais me garder sur Saron, mais que je vous ferai après, qui est fantastique. Mais parce que je vous le dis comme ça, vous me relancez après. Ouais, dans l'ascenseur, on va rigoler. Tu vois, Manu, tu me lances sur Alaphilippe, je t'ai parlé de Pinturo. Là, si je dois choisir maintenant, j'hésite entre Quartararo et Pinturo et j'irais peut-être même sur Quartararo pour le côté historique et jamais vu de la performance qu'il a faite. Première. Mais écoutez, les amis, on achètera l'équipe, ça c'est le 28 ou le 29 décembre à chaque fois, tu sais, c'est la fameuse une là, entre Noël et le Juste, premier on nous blanc. parlait de Cyril Gann. Oui, Cyril Gann a raison. Mais alors, son combat pour la ceinture est le 22 janvier, donc il En rentre 2022. Voilà, Ça fait donc un il peu rentrera pas dans le classement. Cyril Gann, vrai gars, qu'on On va adore. demander au chat, là, c'est maintenant, dites-nous, Ouais, vous devez grave. sortir un Ouais, nom. Alors, un pas nom. Clarisse Agbenienou qu'on laisse dans la catégorie. Elle a déjà gagné. Par Qui a contre, le largement principe, elle a déjà gagné. gagné, ouais, Qui aurait pu même exactement. gagner s'il y avait une catégorie mixte, mais ce sera Mine de notre rien, débat. on a un peu affiné cette liste. Admettons qu'on garde Pinturo, admettons qu'on garde Quartararo, admettons qu'on garde Alaphilippe. Allez, je garde Benzema, ça fait plaisir à Tom. Et puis choisissez si jamais il y en a un autre. Dupont, tu vois, Kefa qui nous dit Dupont. Mais moi, le souci, c'est que pour moi, un mec du 15 de France, même s'il y a la victoire en Coupe d'Europe avec le club, un rugbyman français qui gagne ce titre-là doit gagner quelque chose avec le 15 de France. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il gagne pas les 6 nations. Voilà. Et alors, il est pas loin de le gagner, il est extraordinaire, on en parlait tout à l'heure. Mais ouais, si tu gagnes aussi Nation, il y a pas de débat, non, il y a toujours débat parce que tous sont En fantastiques. face, il y a du monde. Mais ouais, non, je suis d'accord avec toi. Je suis Mais il d'accord sort du lot, par contre, il sort du lot Oui. incroyable. Moi, Antoine Dupont, je suivais pas de ouf le rugby et pourtant je sais que c'est une superstar du rugby. Donc c'est quand même dire l'accomplissement sur cette saison. Il y a Maître Beteux qui nous dit Erwan s'est pas remis du 0-0 d'hier, il a fêté comme une victoire en Coupe du Monde. Non, Il était au Vieux-Port, ouais. Erwan est malade et il est tombé malade avant, bien sûr, ce match nul dans le classique. Manu Ferrara, tiens, non, malheureusement, il ne sera pas. Chaque année. C'est chaque année. C'est une autre cérémonie. Qui est généralement juste après et qu'on regardera bien sûr avec beaucoup de passion. Beaucoup de Quartararo qui reviennent, pas mal de Pinturo aussi, et j'ai l'impression que Dupont assez grand fan. Voilà les amis, en tout cas pour votre avis, et on y reviendra dans quelques mois, c'est promis. Il nous reste 15 minutes pile. Et bien écoutez les gars, ça tombe bien parce qu'on peut pas finir chez First Team et pas à la First Team. Chez First Team, on peut pas terminer une émission sans faire de quiz, sinon c'est une mauvaise émission. On est tous frustrés, on n'a plus envie de revenir la semaine prochaine. Ça tombe bien, on a 15 minutes pour rigoler. Je ne lirai bien évidemment pas le message de Clem concernant le meilleur grimpeur français de cette année. Maillot à poids. Maillot à poids, je précise. Maillot à poil. Toujours très spécialiste du Tourmalet, bien évidemment. Et de la planche des belles filles. Ah oui, voilà. Amis, c'est la dernière fois qu'on l'a fait, celle-là, on l'a déjà épuré et bien tué. Les amis, si on a le temps, ça va se passer en 3 temps. On va commencer par une énumération qui, je le sais, va vous régaler. Et ensuite, il y aura ce fameux 5 à la suite avec 4 thèmes à choisir. Oh yes. Et puis, on terminera si on a le temps sur un qui suis-je. Ok. Est-ce que le 4 à la suite, le 5 à la suite, on peut en faire un chacun? Eh ben, si vous voulez, parce que j'ai Parce qu'on est 4 chacun pour soi là, non? bah ouais, oui, Ça, c'est Tom oui, va bah briller, oui, Tom va tu peux briller. pas, ouais. Les salauds. Ok. T'avais fait un très beau 10 sur 10 quand Sur on du faisait, foot, ouais. le stream sport Eh oui. l'année dernière. C'était à Tu vas longtemps. voir. Ouais, j'avais été Il impressionné. avait été aussi impressionné, j'ai été impressionné sur les demi d'ouverture du 15 de France par Tom. Hein. Vraiment, bravo. Hein. Fort. Qui a eu un Grégario qui a travaillé pour lui tout au long de cette ascension. Elle m'a porté. Hein. Et Et j'ai craqué dans le sprint en plus. Donc, qui t'a bien aidé. Les gars, l'énumération, j'ai fait des petites recherches et je me suis rendu compte que 49 joueurs avaient joué pour le Paris Saint-Germain et pour l'Olympique de Marseille. Wow. Et donc je voulais qu'on commence par une petite énumération. Et pour commencer tranquillement, j'ai envie d'aider notre ami Tom Tu vas Tirabino. pas l'aider sur la première. Mais de Commence, lancer, toi. Ah oui. de le lancer et qu'ils nous disent. Alors attends, je fais juste mon petit décompte. Désolé les gars, je suis très mal organisé. Oui, Tom, décompte. Toto et Polo, voilà, c'est là. le trio, chacun pour Quand même, soi. attends, oh. Alors je pense que t'en as au moins un. Paris et Marseille, quoi. Tu peux faire que Lyon dans l'histoire. oui, non. T'en as Je vais au aller moins sur un. Peggy. Peggy Luyendula. S'il a pas les noms de famille, ça compte quand même. Parce Oui, que, oui, c'est vrai que Je pensais pas à Peggy. Il est terrible, lui. Peggy Luyendula, c'est bon mon Tom, t'inquiète pas, c'est bon, Merci, ça passe. quand même. Ça passe. C'est à qui là? Moi du coup Ouais, vas-y. Lorixana. Le Rixana, ça marche aussi pour Polo. Modeste Mbami. Modeste Mbami, ça fonctionne bien évidemment. Gabenz. Qui? Oui. Gabienze. Gabriel Gabienze. J'ai compris autre chose. Gabenz. J'ai compris J'ai j'ai compris un ministre. J'ai compris un Lyonnais énervé genre Benz. Mais non, c'est pas ça. C'était qui le ministre? On en parlera tout à l'heure. Regardez pas le chat. Non, alors du coup j'en ai quelques-uns en tête. On va aller sur Fiorez. Oui, Fabrice Fiorez. Ça me fait mal au cœur, mais Georges Weah. Georges Weah, Malheureusement. t'as fait que t'es revenu sous tapis à l'OM. Mal au. Bref. De tapis numéro 2, 2001, pas le meilleur tapis.
Ben Arfa. Ben Arfa. Oui. Oui, pardon. Ah oui, excuse-moi. Oui, non, mais oui. c'est moi, j'ai complètement. La liste est tellement grande, je la regarde même pas, mon gars. Je ferai ça de tête, vas-y. Daniel Bravo. Daniel Bravo, en effet. Florian Maurice. Florian Maurice, tout à fait. Camara. Lequel? Camara. Zoumana. Non, celui qui était milieu défensif, non. Who the fuck Non. is Camara? Camara, milieu défensif. Tu l'as dans ta liste? Je sais pas qui défenseur. c'est. Je suis en train de regarder. Non, Zoumana, alors. Il était Zoumana a fait les deux, hein. C'est Zoumana, c'est bon? Zoumana, c'est bon. Zoumana, c'est bon. Pas à lui, putain. Zoumana, c'est C'est bon. lui, mais il a dit Camara au hasard. Bon, on Non, l'accepte, on l'accepte. On l'accepte. Si, dis oui, Tu c'est m'as dit bon. Camara, en vrai, il a dit Camara. Ouais, il a dit Camara. Défenseur central. Ouais, Zoumana, Ouais, Camara, voilà. pas Ouais. plus. De son C'était surnom, milieu pas plus. défensif, ça. Pas d'indulgence ici. André Louis. André Louis, tout à fait. Edouard Cissé. Édouard Cissé aussi. Voilà, je commence. Il y en a un paquet, ça peut durer 2 heures. À mon avis, vous allez peut-être se terminer là-dessus. Je commence à être un peu dans le dur. J'ai pas vu. Je vous donne quelques indices, les gars. Pensez aux années 2000 et à la fin des années 90. Moi là, je suis. Gendouzi ne compte pas, je pense pas. À Eleven Low, c'était en Ouais, jeune. en pro, bah ça oui. compte pas, c'est en pro, bien sûr. Je vais sécher. Oh, non. Là, tu vois, j'ai dit non quand Parce je qu'il y a un regarde pas programme arriver. de sécurité qui se met en route quand on ne parle pas dans ce micro, donc faut faire gaffe. Élimination de Tom Tiravino. Bon polo. Je vais aller vite parce que j'ai envie de voir les 5 à la suite, donc si je trouve pas, je vais vite Ah ouais. abandonner. Allez-y, la reviste. Frédéric Déhu. Il était déjà dit. Non. Non. Ah non, je sais que tu l'avais dit, t'as raison. Non, Frédéric, Attends, c'est validé, c'est validé. La c'est validé. Sanadiara. C'est à toi de Ça dire. Diarra. Là, ça la dira forcément. Voilà. C'était un coup de bordure, je crois. J'ai perdu la roue. Attends, laisse-moi. Vous êtes à 1 million d'euros. Est-ce que vous appelez un ami? Mon ami Polo. Il y en a un d'autre. Il y en a un dont on a parlé la semaine dernière. Allez, j'aide un peu parce que je sais que Tom Dupont il a du matos. Non, je sais pas, on aime. Distinct. Il y en a- Non, je sais plus. Non. Non, distinct, non, ça marche pas. J'avais encore Alain Roche. Oui. J'avais encore. Je sais plus qui j'avais d'autres. Je les ai perdus en cours de route. Mais j'en avais quelques-uns. Mais j'ai perdu en cours de route. ça, Attends, je vais c'était- réfléchir encore. C'est pour Tom, ça. Mais t'as déjà Oui, gagné, je hein. sais, mais du coup, je viens d'en perdre. J'en avais Détends-toi, encore ça 4, va mais bien ils se sont. passer. C'est pas grave, ça m'est passé de. Je sais plus. Je sais plus qui y a d'autres. Un certain Jean Djorkaeff, ça j'ai appris que Jean Jean Djorkaeff Il a vu à Marseille. T'as quoi comme avait autre joué nom, à- un peu oublié. Fais Alors, des petits. Jean-Pierre Dogliani, pour ceux que vous connaissez, je vais commencer par ceux que vous connaissez. Fabrice Abriel, Oui, Modeste Abriel. Mbami, Frédéric Dehu, vous l'avez dit, Pascal Nouma, Bruno Ngotti, Jérôme Leroy, Jérôme Leroy, bien Jamel sûr. Belmadi, Cyril Pouget, Ah oui. Patrick Colletter, Ah oui, Lucien Xavier Dalmat. Gravelaine. Tu sais, Xavier Gravelaine, faut toujours le citer dans ce Toujours. genre de quiz, parce qu'il a fait le Lucien Tour de Dalmat, bah France. oui. William pour Ayache, saluer. bon c'est un peu plus compliqué. Qu'est-ce qu'on a? La Sanadiara, vous l'avez dit, vous en avez eu quelques-uns. Claude Makelele, on l'oublie souvent. Tac. Jérôme Alonso, Stéphane Jérôme Dalmat, Alonso. Peter Luxin, Kaba Diawara, Benoît Coé. On Coé doit aussi, avoir je l'avais. aussi, ça je le dis de tête, mais tu sais, notre ami Angloma. Tu Bien sais, sûr, on en a Angloma. parlé pendant l'époque Depuis tapis. 2010, il y en a très peu finalement. Et depuis 2010, en effet, il y en a. Ah ouais, mais Ça c'est fait- change de niveau quoi. Il y en La a très- Sanadiara Ben Arfa. C'est pas faux. Il a le choix du roi, notre ami mérité. Toto. Regarde les 4 propositions aujourd'hui sur le 5 à la suite. Alors On vas-y. se régale. 4 propositions. Je sais qu'il y en a certains qui vont t'attirer l'œil. L'histoire est que des questions d'histoire. L'histoire de PSGOM, on poursuit là-dedans. L'histoire du MotoGP. L'histoire du sport au cinéma. Et ça, c'était pour Erwan. Malheureusement, il est absent. L'histoire du FC Roquefort-la-Baie 13 au club haut en couleur du côté, bien sûr, du sud. Je suis en train d'essayer de réfléchir pour savoir dans quel truc Tom sera le moins mauvais. Alors méfie-toi d'un truc. Méfie-toi d'un truc, c'est que dans l'histoire du PSGOM, forcément, ça sera un petit peu plus difficile. Tu vois, par exemple, l'histoire du piège de MotoGP, PSGOM. l'histoire du MotoGP, ça Bah peut oui. se faire parce qu'on en a tous des noms qui nous viennent en tête. À partir du moment où tu peux sortir 3-4 noms, t'as moyen de marquer des points. L'histoire de PSGOM, forcément, on va aller dans un truc un petit peu plus difficile. Voilà. Du coup, comme tu m'as convaincu, je prends l'histoire du sport au cinéma. Et ben c'était ça que je voulais que tu prennes. L'histoire du sport au cinéma. Allez, on va essayer d'aller vite, les amis. Allez, vas-y, Ça va vite, être ça- un, ça défile. trois, Ouais, yap, minute. ça doit défiler. Ça doit. L'histoire du sport au cinéma, il est ici. C'est parti. 2 films de sport ont remporté 4 Oscars, ce qui en fait les 2 films de sport les plus oscarisés. Es-tu capable de m'en citer un? La question, elle n'a aucun sens. Il y a deux films de En sport. fait, il y a 2 films de sport qui ont remporté 4 Ali, on Oscars. a pris. Non. Ah putain, sinon j'aurais dit de l'enfer du dimanche. Eh bien, non plus. Ah bah super. Voilà. Non, le truc avec Mandela, non
Quel sport? Il y avait les chariots de feu que je n'ai absolument pas vu et Million Dollar Baby. Ah ouais. Ah non, ok. Après, c'est un faux film de sport, c'est vrai. Bon. Quel sport est revisité avec La boxe. humour dans Dodgeball avec Ben Stiller et Vince Vaughn? Quel sport? Ouais, quel Balle au sport? prisonnier. La balle au prisonnier, bravo, un point. Quel personnage fictif incarne Benoît Poelvoorde dans un film sur un cycliste belge né le même jour putain, qu'Eddy j'ai oublié Merckx son nom, je connais que et qui ça. se rêve d'un parcours similaire? Ah, je connais que les ça. initiales, c'est GL. Ouais. Ah, j'ai oublié, je connais Tu- que ce film, putain. tu j'ai oublié, passes J'ai oublié, je passe, Dans j'adore. quel Rocky le célèbre boxeur incarné par Sylvester Stallone perd son célèbre entraîneur Mickey Goldmill d'une crise cardiaque après sa défaite contre Clubber Lang? Ok, 3. Rocky 3, bravo, un Bravo. point. Dans Raging Bull, à quel boxeur Martin Scorsese voulait rendre hommage? Robert De Niro est d'ailleurs le premier rôle du film. Je l'ai. On l'a fait il y a 2 parce que je l'ai vu il y semaines. a On l'a fait il y a 2 On l'a fait il y a 2 semaines. semaines. Marciano. Non, Mais c'est toujours pas ça, je sais plus. C'est j'ai oublié à chaque fois. Jack LaMotta. Jack exactement. Lamotta. La dernière fois, j'ai dit Ray Liotta quand même. Quel Non, je suis acteur, mauvais, je suis cata. Marciano, n'importe quoi. quel acteur incarne le rôle de François Perrin, passé de Nancy à 0 de l'équipe de foot de Trinquant dans Coup de tête? Je sais pas. Patrick Devers. Dans quel film est prononcé ce célèbre discours? Je ne sais pas quoi vous dire en fait. 3 minutes avant le plus gros combat de nos carrières. Tout se joue aujourd'hui. Soit nous guérissons en tant qu'équipe, soit nous nous écroulons centimètre Affaire du après dimanche. centimètre. Merci beaucoup. Sinon, ça aurait pu être long. on aurait Ouais, pu- l'émission, je m'attendais pas. Vrai ou Ouais. faux? Clint Eastwood avait proposé un rôle à Sébastien Chabal dans Invictus. Faux. C'est vrai. Oh merde. C'est Sébastien Chaval qui l'a raconté à Allociné. Ça fait partie de la maison, c'est pour ça qu'on les cite. Vrai ou faux? Kyle Eastwood, le fils de Clint, s'est fait recaler du casting de Karate Kid. Ouais. C'est vrai, en effet, Sean Paul avait décliné un rôle. Dans le film Le Stratège, t'es à 2 points. Dans le film Le Stratège, avec quelle franchise de MLS Brad Pitt réussit à construire une putain. équipe compétitive avec des joueurs sous-évalués? Et San Francisco Aces. Non, c'est pas Je les, m'en prie. c'est les Athlétiques d'Auckland. Tu m'aurais dit Ah, Auckland. je savais qu'il y avait un A. C'est pour ça Ouais, qu'il y a ouais, Aces, c'est pas du exactement. bon- le Tu bon m'aurais- sport. tu m'aurais dit Auckland. non plus. Et attention, Putain. la dernière, elle est Allez, vas-y. exactement pour toi. Je l'ai écrite pour toi. Je suis allé la chercher pour toi. Quel ancien Lakers fait une brève apparition dans Les Blancs ne savent pas sauter? Oh, facile. Ah bon? En fait, c'est un Lakers, mais il est pas. Quand je vais te dire son nom, tu vas me dire, mais t'es un enfoiré, il a fait qu'une saison là-bas. Je donne un deuxième indice. Je l'ai pas du tout. Ah, attends, non, j'ai dit une bêtise. Dans les blancs ne savent pas sauter. Mm. Ah, il y a un joueur Il fait une NBA, genre. apparition, c'est dans une scène. Moi, je me rappelle de la scène. C'est une scène de street basket. Oui, oui, non, Il fait mais j'ai- vraiment une. Mais oui, mais il une regarde. course. Ouais. Mais Je c'est un l'ai vrai pas- gars de la street. Exactement. Sur les, C'est un vrai gars de la Exactement street. celui-là. Un vrai gars de la street. sur les moves. Exactement, tu vois. Tu passes ton tour. Attends, laisse-moi réfléchir. Mais ça va pas changer grand-chose à mon score, mais putain, je suis mauvais. Hein. J'ai pas eu depuis longtemps, donc je sais plus. Dis-moi. Gary Payton. Qui ça, Gary Payton? Gary Payton. Ah, c'était Il gars. est dedans. Dans... dedans. Ah ouais. J'ai Il fait une aucun courte- souvenir. Courte Et je apparition, me- il est Je très n'ai bon. vois, pas de souvenir il de est Gary derrière Payton dans le un film que grillage. j'adore. Il passe devant un grillage. Les gars, on va très Ça, vite. c'est dans Il nous Space reste Jam, 4 ça, rien à minutes voir. et 48 Tiens, parfait, secondes. dans Space Jam. Qu'est-ce que Tu choisit vois, je t'ai bien aidé. Qu'est-ce que Pardon, faut choisit qu'on avance, ouais. Qu'est-ce que choisit notre ami Tom Cervino? J'ai envie de C'est l'aider. à moi, c'est à moi. j'étais- Vas-y. Ouais, mais c'est Tom Servino. Non, mais je laisse le Ah. PSGOM à Tom Ah, Serra. vas-y. Mais Il je vais- reste 4 minutes, J'ai j'avoue. pas non, plus brillé sur PSGOM j'étais que mauvais. MotoGP. Il a dit que c'était plus compliqué PSGOM. Donc Tu sais quoi, Manu, je choisis pour moi en fonction de ça. Il faut mieux que je prenne quoi. Attends, je vais te dire. Moi, sur C'est quoi PSGOM, l'autre? j'ai une mémoire de C'est merde. PGOM ou MotoGP? PSGOM, j'ai l'impression que c'est un peu puriste. Ouais, mais moi. Oh, allez, les gars, allez, Eh, allez, franchement, allez. les gars, on va pas niaiser. Allez, hein. je prends Voilà. MotoGP alors. Tu prends Je MotoGP, vais on me part tester tout de sur suite. MotoGP. On part tout de suite sur MotoGP. Qui est le pilote le plus titré de l'histoire, 500 cm3 et MotoGP confondus? Valentino Rossi. Non, c'était Giacomo Agostini. Qui est le plus jeune champion de l'histoire du MotoGP? Martino Rossi. Marc Marquez. Marc Marquez. 20 ans. La mer noire. Marc Marquez, ça fait un point. Qui compte le plus grand nombre de victoires en MotoGP? Valentino Rossi. Valentino Rossi, ça fait 2 points. Quel pilote a marqué la discipline en gagnant 5 titres consécutifs dans les années 90 alors qu'il était passé proche de la mort et de l'amputation en 92? Son fils est pilote sur 4 roues en F3. Aucune idée. C'est un Australien, Mick Doohan. Avant Fabio Quartararo, qui était le dernier Français à avoir gagné un Grand Prix en catégorie Rennes? Olivier Jacques. Régis Laconi. Qui est le recordman de pole position en MotoGP? Valentino Rossi. Non, Marc Marquez. Pourquoi le numéro 58 a été retiré en 2011? T'auras à me donner juste la raison, t'es pas obligé de me donner le nom. Je te fais cadeau de ça. Ah, le décès d'un pilote. Ouais, le décès de Marco Simoncelli, qui est le seul pilote à avoir vu son numéro, putain, ils sont vraiment durs, son numéro retiré sans avoir perdu la vie en piste. Mais attends, j'ai fait ça à quelle heure Je encore? sais pas. C'était le 65. Nicky Hayden, je sais pas. C'était Loris Capirossi pour toute la contribution au sport. Vrai ou faux? Comment F1, la MotoGP a déjà... En fait, j'avais préparé le quiz parce que je pensais qu'on allait avoir un spécialiste MotoGP, j'avais espéré. Vrai ou faux? Comment F1, la MotoGP Mec, c'est plus abordable, a tout à déjà l'heure. connu un père et un fils champion du monde?
Comme en F1, il y a eu un mec qui a gagné, son fils a gagné aussi. Je vais dire oui. Nelson Oui, Piquet. tout à fait, Kenny Roberts. Comment appelle-t-on le mal qui ronge les pilotes moto du fait de la pression qu'exerce la moto sur leur avant-bras? Bah, le serment des loges. Oui, La fête des loges, la fête des loges. Tu marques 2 points, Écoute. mon cher Polo. Bravo, Tu Polo. prends la tête. On termine. J'ai même pas fait C'est incroyable, les gars. Ouais, j'ai décidé de durcir, mais peut-être un peu Allez, trop. là. vas-y. Allez, on termine avec l'histoire de PSGOM. Allez, Qui vas-y. sont les deux hommes à l'origine de cette appellation de classique ou de classico? Il y a Tapi Ouais. Canal. et Canal. Ouais. Canon. Non. Je sais pas, Bolloré. Michel mais- Denisot, mais Bolloré. tu m'as dit Canal, je le vois. Selon Michel Collard, historien du PSG, à quand remonte vraiment la rivalité entre les deux clubs? Ça remonte en 51. Et 75, t'étais pas très loin. En 70. Vrai ou faux? Quel petit club. Vrai ou faux? En 75, une sélection composée uniquement de joueurs de l'OM et du PSG a affronté le club brésilien de Botafogo pour un match de gala. Sérieux? C'est vrai, tu l'aurais pas inventé. Bien sûr que c'est vrai, sous le maillot du Racing à Yves du Manoir. Lors de la gifle historique infligée par l'OM au PSG au Parc 4-0 en 86, quel jeune attaquant qui marquera l'histoire de l'un de ces deux clubs entre et marque? Drogba. 86. 86. Je suis bourré. T'en pouvais un Papa, ouais. C'était Jean-Pierre Papin. Pourquoi les South Winners, ça j'ai découvert ça hier, pourquoi les South Winners, célèbres COP marseillais, ont adopté la couleur orange? Ça j'avoue les gars, je ne savais pas. Erwan, il nous l'a dit, il me semble. J'ai aucune idée. C'est en fait en 90, lors d'un PSGOM, ils avaient retourné leurs bombers pour marquer leur opposition aux néo-nazis du COP Boulogne. Ah, Néo-nazis incroyable. de Boulogne, voilà. Le 18 décembre 92 se déroule le classique le plus violent de l'histoire. L'OM l'emporte 1-0 sur un but de Boksic, mais le match est surtout marqué par plus de 50 fautes et plusieurs expulsions. Qu'est-ce qui avait mis à l'époque le feu aux poudres? Ça, je sais que vous l'avez, les gars. c'est un énorme tac là de. Non. Non, il y avait un truc, un événement avant le match. Allez, vous allez l'aider. Ammoniac. Non, c'est pas l'ammoniac. Ah, c'est quoi alors? C'est un autre truc. C'est la phrase, tu sais, d'Arthur Jor, on va leur marcher dessus. Ah, il Arthur Georges avait dit ça, imprimé. et Tapi avait Tapi dit avait pas de imprimé. discours aujourd'hui, Oui, oui. on regarde juste ça et on se motive. Vous pouvez participer les gars. Le 4 mai 99, l'OM vient jouer le titre à l'avant-dernière journée au Parc. Les Olympiens ouvrent le score. Simonet égalise. Qui Christian offrira la Rodriguez. victoire? Bruno Rodriguez. Bruno, t'as raison. merde, c'est l'autre, Bruno. Vrai C'est un ou ouf. faux? Christian n'importe Vrai quoi. ou faux? Deux joueurs portant le même nom ont déjà été expulsés. Le par Roi. la Ouais, les Lazio. Leroy. Les frères, pas les frères Leroy, les deux Leroy. Les frères Le Leroy. 9 mars 2003, Ronaldinho éclabousse le Vélodrome de son talent et offre la victoire au PSG 3-0. Depuis Paris. combien de temps le PSG n'avait plus gagné au Vélodrome? 5 ans. 15 ans. Voilà. L'année suivante, Paoletta marque un lob d'anthologie. Mais qui était le gardien de l'OM? Barthez. Fabien Barthez. Et c'est là-dessus Bravo. que se termine. C'est la Bravo. fin bien sûr de ce quiz. Qui a gagné? Je ne sais pas. Le plaisir, voilà le bonheur. C'est- gagné. Voilà. Merci, je ne sais plus qui d'ailleurs. sport a gagné Salut les aujourd'hui. amis, c'est le récap tout de suite. C'est le récap.